Un millionnaire arrogant a perdu le contrôle de sa propre vie après qu'un accident l'ait rendu paraplégique, jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille simple et lui offre un toit pour qu'elle le guérisse. Cette nuit-là, il sent ses pieds bouger et se rend compte qu'il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Le miracle de Saint-Rémy. Chapitre 1. L'Empire de Verre. Le bureau de Marcel Beaumont dominait Paris depuis le dernier étage de la Tour Cristal, un gratte-ciel de verre et d'acier qu'il avait lui-même fait construire dans le quartier de la Défense. À 52 ans, Marcel régnait sur un empire immobilier qui s'étendait bien au-delà des frontières françaises. Son visage austère apparaissait régulièrement dans les magazines économiques, toujours accompagné de titres élogieux. Le roi de la pierre, l'architecte de la Nouvelle-France, le visionnaire impitoyable. Ce matin-là, Marcel contemplait la capitale à travers les baies vitrées de son bureau. Une fine pluie d'automne brouillait les contours de la ville, mais même ce voile grisâtre ne parvenait pas à ternir la magnificence du panorama. En contrebas, les immeubles semblaient minuscules, tout comme les préoccupations de leurs occupants. « Monsieur Beaumont, le conseil d'administration vous attend en salle Eiffel », annonça Élodie, sa secrétaire, depuis l'interphone. Marcel ne daigna même pas répondre. Il ajusta sa cravate de soie italienne et se dirigea vers la salle de réunion d'un pas assuré. Chaque mouvement trahissait une confiance inébranlable, celle d'un homme habitué à ce que le monde s'incline devant lui. Autour de la table ovale en marbre, 12 hommes et femmes en costume sombre se levèrent à son entrée. Parmi eux, seule Diane Levasseur, directrice juridique du groupe, osa soutenir son regard. Les autres baissèrent les yeux comme des vassaux devant leur seigneur. « Le projet Saint-Rémy est prêt à être lancé », déclara Marcel sans préambule. « J'ai obtenu toutes les autorisations nécessaires. Le dernier recours des habitants a été rejeté par le tribunal administratif hier soir. » Un murmure d'approbation parcourut l'Assemblée. Le projet Saint-Rémy représentait l'acquisition et la transformation complète d'un village médiéval en Provence pour en faire un complexe touristique de luxe. Un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros qui promettait des rendements exceptionnels. « Les derniers résidents seront expulsés d'ici 2 semaines, poursuivit-il. Nous pourrons commencer la démolition immédiatement après. Il y a encore quelques familles qui refusent de partir, intervint Diane, feuilletant un dossier épais. Principalement des personnes âgées et des artisans locaux. Ils organisent des manifestations et ont alerté les médias. Marcel balaya ses préoccupations d'un geste irrité. Qu'ils manifestent, ça leur passera quand ils verront les indemnités que nous leur proposons. Et pour ceux qui s'obstinent, eh bien, la loi est de notre côté. Certains de ces artisans sont installés là depuis des générations, insista Diane. Il y a une poterie qui date du XVIIe siècle et un atelier de lavande qui... Des reliques du passé, coupa Marcel avec un sourire condescendant. Nous préservons ce qui a une valeur historique réelle. Le reste n'est que nostalgie. Saint-Rémy deviendra un joyau touristique qui générera des milliers d'emplois. Quelques artisans mécontents ne pèsent rien face à cela. La réunion se poursuivit, les chiffres et les stratégies défilèrent, mais l'esprit de Marcel était déjà ailleurs. Il pensait à son hélicoptère qui l'attendait pour l'emmener visiter le site dès l'après-midi. Il voulait savourer sa victoire, contempler ce village pittoresque qui serait bientôt transformé selon sa vision. 3 heures plus tard, Marcel survolait les collines verdoyantes de la Provence. En contrebas, le village de Saint-Rémy-des-Alpilles se dessinait, avec ses maisons de pierre ocre aux toits de tuiles romaines, son clocher roman et ses ruelles sinueuses. Un tableau parfait, presque trop parfait, figé dans un temps révolu. « Nous allons descendre », ordonna-t-il au pilote par l'interphone. L'hélicoptère se posa sur un terrain plat à l'entrée du village. À peine Marcel eut-il mis pied à terre qu'une clameur hostile s'éleva. Un groupe d'une trentaine de villageois s'était rassemblé, brandissant des pancartes. « Sauvons Saint-Rémy, non à Beaumont. Notre village n'est pas à vendre. » Son garde du corps, Laurent, un ancien militaire à la carrure impressionnante, se plaça immédiatement entre lui et la foule. Mais Marcel l'écarta d'un geste. Il n'avait pas peur de ces gens. Au contraire, leur résistance l'amusait presque. « Bonjour à tous », lança-t-il d'une voix forte. « Je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure que le nouveau Saint-Rémy sera magnifique. Plus beau, plus moderne, plus prospère. Nous ne voulons pas de votre modernité, » cria une femme âgée. « Nous voulons garder notre âme. » Marcel s'avança vers elle avec un sourire qu'il voulait bienveillant. « Madame, le progrès n'attend pas. Votre village est charmant, certes, mais il est endormi. Nous allons le réveiller. »« C'est notre maison que vous détruisez, » intervint un homme aux mains calleuses.
Ma famille fabrique des poteries ici depuis 3 siècles. Et vous pourrez continuer, répondit Marcel. Nous prévoyons un espace pour les artisans locaux. Vous aurez une belle vitrine pour les touristes. Les protestations continuèrent, mais Marcel poursuivit sa visite, escorté par Laurent et par le maire du village, un homme nerveux qui semblait partager entre l'hostilité de ses administrés et les promesses de prospérité du promoteur parisien. Au détour d'une ruelle, ils passèrent devant une petite place où se dressait un olivier centenaire. Sous ses branches, une jeune fille d'une quinzaine d'années était assise, immobile comme une statue. Elle ne portait pas de pancarte et ne criait pas de slogan. Elle se contentait d'observer Marcel avec un regard d'une intensité troublante. « Qui est cet enfant » demanda-t-il au maire. « Ah, c'est Manon Devreux » répondit celui-ci avec une hésitation perceptible. Elle vit avec sa grand-mère dans l'une des plus anciennes maisons du village. Marcel s'approcha de la jeune fille, intrigué par son calme au milieu de toute cette agitation. Elle avait des traits fins, des cheveux châtains tressés et des yeux d'un bleu profond, presque violet. Mais ce qui frappa Marcel, c'était son expression, un mélange de sérénité et de détermination qui semblait déplacé chez une adolescente. « Bonjour Manon », dit-il en s'arrêtant devant elle. « Tu n'as rien à me dire? Pas de reproches? Pas de supplication pour sauver ton village ?» La jeune fille le fixa un long moment avant de répondre d'une voix claire. « Ce n'est pas mon village que je veux sauver, monsieur Beaumont. C'est vous. » Marcel éclata de rire. « Me sauver? Et de quoi donc, petite? »« De vous-même, » répondit-elle simplement. Avant qu'il puisse répliquer, un grondement sourd retentit au-dessus de leur tête. Le ciel s'était brusquement assombri, et un éclair zébra les nuages. La pluie se mit à tomber avec une violence soudaine, comme si le ciel lui-même protestait contre l'intrusion de Marcel. « Retournons à l'hélicoptère », ordonna-t-il, irrité par cette interruption et par l'étrange remarque de la jeune fille. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'un éclair frappa l'olivier sous lequel Manon était assise. Dans un craquement assourdissant, une branche massive se détacha et s'abattit. Laurent poussa violemment Marcel pour l'écarter de la trajectoire, mais trop tard. La branche le heurta de plein fouet, l'écrasant contre les pavés de la place. La douleur fut instantanée, aveuglante. Marcel sentit quelque chose se briser en lui, puis plus rien. Le noir complet. Quand il reprit conscience, il était allongé sur un lit d'hôpital. Un bip régulier résonnait à ses oreilles. Il voulut se redresser, mais son corps refusa d'obéir. La panique le submergea lorsqu'il réalisa qu'il ne sentait plus ses jambes. « Ne bougez pas, monsieur Beaumont », dit une voix à sa droite. C'était un médecin à l'air grave. « Vous avez subi un traumatisme sévère de la colonne vertébrale. »« Mes jambes » articula Marcel avec difficulté. « Je ne sens plus mes jambes. » Le médecin hocha lentement la tête. « La branche a endommagé votre moelle épinière, au niveau des vertèbres lombaires. J'ai bien peur que vous ne souffriez d'une paraplégie. »« Temporaire » demanda Marcel, refusant d'accepter ce qu'il entendait. « Il est trop tôt pour le dire avec certitude, » répondit le médecin avec précaution. « Mais je dois être honnête avec vous. Les lésions sont importantes. Il faut vous préparer à l'éventualité que cette condition soit permanente. » Le monde de Marcel s'effondra en un instant. Lui qui avait toujours dominé, toujours contrôlé, se retrouvait soudain impuissant, prisonnier d'un corps qui ne lui obéissait plus. Et dans le tourbillon de désespoir qui l'engloutissait, une image s'imposa à son esprit. Le visage serein de Manon Devereux et ses paroles énigmatiques. « Ce n'est pas mon village que je veux sauver, monsieur Beaumont. C'est vous. » La pluie continuait de marteler les vitres de la chambre d'hôpital, accompagnant de son rythme implacable le début d'une nouvelle vie que Marcel n'avait jamais imaginée et encore moins désirée. Chapitre 2. La chute. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. 6 mois de rééducation intensive, de consultations avec les meilleurs spécialistes d'Europe, de traitements expérimentaux aux coûts astronomiques. 6 mois, et Marcel Beaumont n'avait pas retrouvé l'usage de ses jambes. Son appartement du 16e arrondissement de Paris, un duplex de 400 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel, avait été entièrement réaménagé pour accueillir un homme en fauteuil roulant. Des rampes avaient remplacé les marches, les portes avaient été élargies, la salle de bain transformée en espace médicalisé. Même son dressing avait été repensé pour qu'il puisse accéder à ses costumes sur mesure, désormais inutiles puisqu'il passait ses journées en pantalon de jogging. Ce matin-là, Marcel contemplait la ville depuis la terrasse de son salon. Paris s'éveillait dans la brume matinale, indifférente à son drame personnel. Il avait congédié son infirmière de nuit et attendait l'arrivée de Philippe, son kinésithérapeute,
avec une impatience mêlée d'appréhension. Chaque séance était un rappel cruel de son impuissance. Le téléphone sonna, interrompant ses sombres pensées. C'était Henri Marchand, son directeur financier, et l'un des rares membres du conseil d'administration à lui être resté fidèle. « Marcel, nous avons un problème avec Saint-Rémy », annonça Henri sans préambule. Marcel serra les dents. Le projet Saint-Rémy, sa grande œuvre, était en suspens depuis son accident. Il avait délégué la gestion quotidienne de son empire, mais avait expressément demandé à être tenu informé de tout ce qui concernait ce dossier particulier. Quel genre de problème? Le permis de construire vient d'être annulé par le tribunal administratif, expliqua Henri. Les opposants au projet ont trouvé un vice de procédure. Diane pense que nous pouvons faire appel, mais cela retarderait tout d'au moins 1 an. 1 an! La colère monta en Marcel. C'est inacceptable. Ces villageois s'imaginent qu'ils peuvent me battre parce que je suis cloué dans ce fauteuil. Ce n'est pas ça, Marcel, tempéra Henri. Le problème est légal, pas personnel. Et puis, le Conseil s'interroge sur l'opportunité de poursuivre ce projet. Les coûts augmentent, l'opinion publique est contre nous. Le Conseil? Coupa Marcel d'une voix glaciale. Je suis toujours président du groupe, Henri. Je prends les décisions. Un silence embarrassé suivit cette déclaration. Marcel comprit immédiatement ce qu'il signifiait. Ils veulent me remplacer, c'est ça? Personne n'a osé le dire ouvertement, admit Henri avec réticence. Mais Gérard Lefebvre manœuvre en coulisses. Il a déjà convaincu 3 administrateurs que ta convalescence risque de nuire aux intérêts du groupe. Marcel raccrocha sans un mot de plus. Gérard Lefebvre, son ancien protégé devenu son plus féroce rival. L'homme n'avait même pas eu la décence d'attendre sa guérison pour tenter de s'emparer du pouvoir. « Monsieur Beaumont ?» La voix de son majordome le tira de ses pensées vindicatives. « Monsieur Lambert est arrivé pour votre séance. » Philippe Lambert, kinésithérapeute renommé et ancien médecin de l'équipe olympique française, entra dans le salon avec son énergie habituelle. À 40 ans, il gardait l'allure athlétique de sa jeunesse et une attitude positive qui irritait profondément Marcel. « Bonjour Marcel. Prêt pour notre séance ?» lança-t-il avec un enthousiasme que son patient trouvait déplacé. « Comme si j'avais le choix », marmonna Marcel. Philippe ignora son humeur noire et commença à installer son matériel. « J'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé avec le docteur Moreau ce matin. Les derniers examens montrent une légère amélioration de la sensibilité dans votre jambe droite. » Légère? Après 6 mois de torture quotidienne et des millions dépensés en traitement? Marcel laissa échapper un rire amer. « Pardonnez-moi si je ne saute pas de joie. Oh, mais j'oubliais, je ne peux pas sauter. » Philippe s'arrêta et fixa Marcel avec sérieux. Cette attitude n'aide pas, vous savez. La récupération neurologique demande du temps, de la patience et surtout une volonté positive. Épargnez-moi vos discours de coach de vie, répliqua Marcel. Je paie pour vos compétences médicales, pas pour votre philosophie de calendrier. La séance se déroula dans un silence tendu. Philippe manipulait les jambes inertes de Marcel, étirait ses muscles, stimulait ses nerfs avec des exercices spécifiques. Et comme chaque jour, Marcel endurait ses soins avec un mélange de résignation et de rage contenue. Quand Philippe partit enfin, Marcel se retrouva seul face à ses démons. Il se dirigea vers son bureau, faisant rouler son fauteuil avec une habileté acquise au prix de nombreuses chutes et humiliations. Sur son ordinateur, il consulta les derniers rapports concernant Saint-Rémy. Les nouvelles étaient pires que ce qu'Henri avait laissé entendre. Le projet était au point mort, les coups s'accumulaient, et les habitants du village semblaient avoir gagné une bataille décisive. Marcel sentit la colère monter en lui comme une vague dévastatrice. D'un geste violent, il balaya tout ce qui se trouvait sur son bureau. Dossiers, ordinateur portable, téléphone, en voyant valser des années de travail acharné. « Monsieur ?» Sonne majordome apparut dans l'embrasure de la porte, inquiet. « Dehors !» hurla Marcel. « Tout le monde dehors, laissez-moi tranquille !» Resté seul, il laissa libre cours à son désespoir. Pour la première fois depuis son accident, des larmes coulèrent sur son visage. Des larmes de rage, d'impuissance et pire que tout, de peur. Peur de ne jamais remarcher. Peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Peur de finir ses jours seul, abandonné de tous comme son propre père qu'il avait laissé mourir dans une maison de retraite misérable. Cette nuit-là, Marcel ne dormit pas. Son esprit tournait en rond, cherchant désespérément une issue. À l'aube, il prit une décision. Si la médecine conventionnelle ne pouvait rien pour lui, il essaierait autre chose. N'importe quoi. Dans les jours qui suivirent, il explora toutes les alternatives possibles.
Acupuncture, médecine ayurvédique, magnétisme, thérapie cellulaire non homologuée en Europe. Il consultait désormais un nouveau spécialiste chaque semaine, dépensant des fortunes pour des traitements dont l'efficacité n'était jamais prouvée. Il se rendit même à Lourdes, lui l'athée convaincu, dans l'espoir d'un miracle qu'il savait pourtant impossible. Un soir, alors qu'il feuilletait distraitement les informations sur sa tablette, un article attira son attention. Il parlait d'une guérison inexpliquée dans un village de Provence. Un enfant condamné par les médecins qui, du jour au lendemain, avait recouvré la santé. Les parents attribuaient cette guérison à une jeune fille du village. Le cœur de Marcel s'accéléra lorsqu'il lut le nom du village. Saint-Rémy des Alpilles. Saint-Rémy, murmura-t-il. Et soudain, comme un flash, le visage de Manon Devereux s'imposa à son esprit. Ses yeux d'un bleu profond, son calme étrange, sa phrase énigmatique. « Ce n'est pas mon village que je veux sauver, monsieur Beaumont. C'est vous. » Marcel se redressa dans son fauteuil, une lueur d'espoir s'allumant en lui pour la première fois depuis des mois. Et si cette fille avait réellement un don? Et si elle pouvait le guérir? L'idée était absurde, bien sûr. Marcel Beaumont, l'homme d'affaires pragmatique, le rationaliste, envisageait maintenant de croire au pouvoir mystique d'une adolescente provinciale. La détresse le rendait-elle fou? Ou simplement désespéré? Peu importait. Il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, il convoqua son assistante personnelle, Sophie, une jeune femme efficace qui gérait son quotidien depuis l'accident. « Je veux tout savoir sur une certaine Manon Devereux de Saint-Rémy des Alpilles, » ordonna-t-il. « Qui elle est, où elle vit exactement, sa famille, ses habitudes, tout. » Sophie parut surprise mais ne posa pas de questions. « Je m'en occupe immédiatement, monsieur. » 2 jours plus tard, Marcel disposait d'un dossier complet sur Manon Devereux. Elle avait 16 ans et vivait avec sa grand-mère, Mathilde Devereux, dans une petite maison en pierre au cœur du village. Sa mère était partie quand elle était bébé, et personne ne savait qui était son père. Elle était scolarisée au lycée de la ville voisine, où elle obtenait d'excellents résultats malgré de fréquentes absences. Et surtout, elle avait la réputation dans le village d'être spéciale. Les habitants parlaient à mots couverts de guérisons inexpliquées, de prédictions qui se réalisaient, de plantes qui fleurissaient hors saison sous ses doigts. Marcel fit préparer son jet privé. Il allait se rendre à Saint-Rémy, confronter cette fille et découvrir si ces rumeurs avaient un fondement. Une partie de lui savait que cette démarche était ridicule, le fruit d'un esprit désespéré qui s'accrochait à n'importe quelle lueur d'espoir. Mais une autre partie, plus profonde, ressentait un lien inexplicable avec cette histoire, comme si son destin était mystérieusement lié à celui de cette jeune fille et de ce village qu'il avait voulu détruire. Le voyage fut éprouvant. Malgré le confort de son avion et de la voiture spécialement aménagée qui l'attendait à l'aéroport de Marseille, Marcel arriva à Saint-Rémy épuisé et irritable. Le village n'avait pas changé depuis sa dernière visite. Les mêmes ruelles pavées, les mêmes maisons de pierre ocre, le même air paisible qui contrastait si fortement avec l'agitation parisienne. Mais cette fois, il n'était plus le puissant promoteur venu conquérir un nouveau territoire. Il était un homme brisé, roulant péniblement sur les pavés inégaux, attirant les regards curieux ou hostiles des villageois qui le reconnaissaient. Il se dirigea directement vers la petite place où se dressait l'olivier centenaire. C'était là qu'il avait rencontré Manon pour la première fois, là que sa vie avait basculé. L'arbre portait encore les cicatrices de la foudre qui l'avait frappé. La branche cassée avait été coupée proprement, laissant une plaie béante dans son tronc noueux. Marcel resta un long moment à contempler l'olivier, envahi par une émotion qu'il ne parvenait pas à définir. Était-ce de la colère envers cet arbre qui avait changé son destin, de la nostalgie pour l'homme qu'il était avant, ou simplement de la peur face à l'inconnu qui l'attendait? « Vous êtes revenu. » Il sursauta et se retourna. Manon se tenait derrière lui, aussi immobile et sereine que dans son souvenir. Elle portait une simple robe bleue qui accentuait la couleur extraordinaire de ses yeux. Ses cheveux, libres cette fois, tombaient en vagues douces sur ses épaules. « Comment saviez-vous que je serais là ?» demanda Marcel, troublé. « Je ne le savais pas, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je viens ici tous les jours. C'est mon endroit préféré dans le village. » Marcel l'observa attentivement, cherchant dans ses traits juvéniles un indice des pouvoirs qu'on lui attribuait. « On dit que tu guéris les gens, » dit-il abruptement. « Est-ce vrai ?» Manon ne parut pas surprise par cette question directe. « Parfois, » répondit-elle simplement, « quand c'est nécessaire. » « Nécessaire ?» Marcel laissa échapper un rire amer. « Et qui décide de cette nécessité, toi, Dieu ?»« Ni l'un ni l'autre, » dit Manon.
C'est plus compliqué que cela. Elle s'approcha de lui et, sans demander la permission, posa doucement sa main sur la sienne. Marcel sentit une chaleur étrange se répandre dans son bras, une sensation à la fois apaisante et dérangeante. « Vous avez beaucoup souffert, » dit-elle doucement. « Pas seulement dans votre corps. » Marcel retira brusquement sa main. « Je ne suis pas venu pour une séance de psychologie amateur. Je veux savoir si tu peux me guérir, me faire remarcher. » Manon le regarda longuement, ses yeux bleus semblant voir au-delà des apparences. « Je pourrais, » dit-elle finalement, « mais à une condition. » Zabagur, chapitre 3, le pacte. « Une condition ?» répéta Marcel, son visage se durcissant. L'idée même qu'on lui impose des conditions lui était insupportable. Toute sa vie, c'était lui qui dictait les règles, jamais l'inverse. Manon acquiesça calmement. « Vous devez reconstruire ce que vous avez détruit. » Marcel fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ?»« Le hameau des Lavandières, » précisa Manon. « Le petit quartier d'artisans que votre entreprise a rasé il y a 3 ans pour construire une résidence de luxe qui n'a jamais vu le jour. » Marcel se figea. Le hameau des Lavandières. Un souvenir désagréable ressurgit dans son esprit. Ce n'était qu'un minuscule ensemble de maisons anciennes à la sortie du village, habitées par quelques artisans et leurs familles. Il l'avait fait démolir pour un projet qui avait effectivement été abandonné suite à des complications administratives. C'était un bidonville insalubre, se défendit-il. Nous avons généreusement indemnisé les habitants. Vraiment ? Le regard de Manon se fit soudain plus intense. Demandez donc à la famille Roussel si leur indemnisation a compensé la perte de leur atelier de poterie qui existait depuis 7 générations, ou à Madame Lefort, qui a dû quitter la maison où elle avait vécu pendant 90 ans. Marcel sentit une pointe d'irritation. Cette gamine lui faisait la leçon maintenant? C'est du passé, tout ça. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma guérison? Tout, répondit simplement Manon. Le hameau des Lavandières n'était pas qu'un ensemble de maisons. C'était le cœur historique de Saint-Rémy, l'âme du village. En le détruisant, vous avez brisé quelque chose de précieux, un équilibre ancien. Marcel laissa échapper un rire incrédule. Et tu veux me faire croire que ma paraplégie est une sorte de punition cosmique, une vengeance divine pour avoir démoli quelques vieilles bicoques? Je n'ai pas parlé de punition, corrigea doucement Manon. Plutôt d'un déséquilibre qui doit être restauré. Vous avez détruit des vies, monsieur Beaumont. Maintenant, vous avez l'occasion de les reconstruire. Marcel l'observa avec méfiance. Cette conversation prenait une tournure surréaliste. Pourtant, malgré son scepticisme, quelque chose en lui résonnait étrangement avec les paroles de la jeune fille. « Et si je refuse ?» demanda-t-il finalement. « Alors je ne pourrai rien pour vous, » répondit Manon sans hésitation. « Votre guérison dépend de votre choix. » Marcel serra les poings, frustré. « C'est du chantage. »« Non, » dit Manon avec une sérénité imperturbable. « C'est une opportunité. Pour vous comme pour eux. » Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruissement des feuilles de l'olivier sous la brise légère. Marcel réfléchissait intensément. Il aurait dû partir immédiatement, tourner le dos à cette folie, à cette adolescente qui prétendait détenir le pouvoir de le guérir, en échange d'un acte de contrition qu'il jugeait absurde. Mais il ne pouvait nier l'étrange aura qui émanait de Manon, et surtout, il ne pouvait ignorer cette lueur d'espoir qu'elle venait de rallumer en lui. « Supposons que j'accepte, » dit-il lentement. « Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Reconstruire tout un hameau? Ça prendrait des années. »« Pas nécessairement, » répondit Manon. « Le terrain est toujours là, laissé à l'abandon depuis la démolition. Les plans des anciennes maisons existent encore aux archives municipales, et vous avez les moyens de faire travailler les meilleurs artisans de la région. » Marcel nota avec surprise la précision pragmatique de sa réponse. Cette fille n'était pas qu'une mystique illuminée. Elle avait réfléchi concrètement à la question. « Et les anciens habitants ?» demanda-t-il. « Ils sont partis, dispersés. Certains ont peut-être refait leur vie ailleurs. Beaucoup sont restés dans la région, » dit Manon. « D'autres reviendront si on leur en donne l'occasion. » Le hameau des Lavandières n'était pas qu'un lieu de vie, c'était une communauté. Marcel secoua la tête, encore incrédule face à la situation. « Et si je fais tout ça, tu me garantis que je remarcherai ?» Pour la première fois, une ombre passa sur le visage de Manon. « Je ne peux rien garantir, monsieur Beaumont. La guérison n'est jamais une certitude, même avec ce que je peux faire. Mais je vous promets que si vous reconstruisez le hameau avec sincérité, vous retrouverez ce que vous avez perdu. » Marcel n'était pas satisfait de cette réponse évasive, mais il comprit qu'il n'en obtiendrait pas davantage. Une partie de lui, la partie rationnelle, cynique, celle qui avait fait sa fortune,
lui criait que tout ceci était absurde, qu'il perdait son temps avec une adolescente manipulatrice ou dérangée, mais une autre partie, plus profonde, plus instinctive, lui soufflait qu'il n'avait plus rien à perdre. « D'accord, dit-il finalement, je vais le faire. Je vais reconstruire ton fichu hameau. Mais je veux des résultats, tu m'entends? Je ne vais pas investir des millions pour rien. » Manon sourit légèrement. « Ce ne sera pas pour rien, quoi qu'il arrive. » Elle s'approcha de lui et, avant qu'il puisse réagir, posa ses 2 mains sur ses jambes inertes. Marcel sentit une chaleur intense se répandre à travers le tissu de son pantalon. Une sensation étrange qui n'était ni douloureuse ni agréable, mais profondément troublante. « Ce soir, murmura Manon, vous sentirez un fourmillement dans vos jambes. Ce sera le signe que le processus a commencé. Mais rappelez-vous, la guérison complète ne viendra que lorsque la première famille s'installera dans le hameau reconstruit. » Elle retira ses mains et recula d'un pas. « Maintenant, vous devriez aller voir le maire. Il a les archives dont vous aurez besoin. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Marcel seul avec ses doutes et ce qui ressemblait étrangement à un début d'espoir. Le soir même, dans la suite qu'il avait réservée au seul hôtel de luxe des environs, Marcel était allongé sur son lit, fixant le plafond. La journée avait été surréaliste. Après sa rencontre avec Manon, il s'était effectivement rendu à la mairie, où le maire, surpris mais courtois, lui avait montré les plans du hameau des Lavandières. Marcel avait été frappé par la beauté et l'harmonie de cet ensemble architectural modeste mais cohérent, datant pour l'essentiel du XVIIe siècle. Il avait ensuite contacté Henri à Paris, lui demandant de mettre immédiatement en pause tous leurs autres projets et de réorienter des ressources vers ce qu'il présentait comme une opération de réhabilitation patrimoniale à Saint-Rémy. Henri avait paru déconcerté par ce revirement, mais n'avait pas posé de questions. Marcel était toujours le patron, après tout, même cloué dans un fauteuil roulant, et maintenant, alors que minuit approchait, Marcel attendait un signe, un fourmillement, n'importe quoi qui prouverait que Manon n'était pas qu'une illuminée et que sa décision n'était pas complètement insensée. Soudain, il le sentit, un picotement léger, presque imperceptible, dans sa cuisse droite. Puis dans sa jambe gauche, un fourmillement qui s'intensifia progressivement, comme si des milliers de minuscules insectes couraient sous sa peau. Marcel se redressa brusquement, incrédule. Il n'avait rien ressenti dans ses jambes depuis 6 mois, si ce n'est une vague pression lorsqu'on les manipulait. Et voilà que maintenant, d'une main tremblante, il pinça sa cuisse et sentit la douleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. « C'est impossible. » Il tenta de bouger ses orteils. Rien ne se produisit d'abord, puis il vit ou crut voir un léger tressaillement du gros orteil de son pied droit. Infime, presque imperceptible, mais réel. Marcel laissa échapper un sanglot mêlé de rire. Était-ce le début d'un miracle ou simplement son esprit désespéré qui lui jouait des tours? Il attrapa son téléphone et appela Philippe Lambert, son kinésithérapeute à Paris. Malgré l'heure tardive, celui-ci décrocha à la 3e sonnerie. « Marcel, tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Je sens mes jambes, Philippe, » lança Marcel sans préambule. « Je sens mes jambes et j'ai bougé un orteil. » Un silence. « Marcel, » dit finalement Philippe d'une voix douce, « nous avons déjà parlé de ces sensations fantômes. C'est courant chez les paraplégiques, mais ça ne signifie pas... Ce n'est pas une sensation fantôme, » coupa Marcel avec véhémence. « J'ai senti quand je me suis pincé la cuisse, et j'ai vu mon orteil bouger, nom de Dieu. » Un nouveau silence, plus long. « D'accord, » dit Philippe, clairement sceptique, mais ne voulant pas contrarier son patient. « C'est intéressant. Mais ne vous emballez pas trop vite. Les récupérations neurologiques sont complexes et souvent trompeuses. Nous ferons des tests à votre retour. » Marcel raccrocha, frustré par l'incrédulité de son thérapeute, mais trop exalté pour s'en préoccuper longtemps. Quelque chose se passait. Quelque chose d'inexplicable, de miraculeux peut-être. Et tout cela était lié à Manon Devreux et à sa mystérieuse condition, reconstruire le hameau des Lavandières. Dès le lendemain matin, Marcel se mit au travail avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis son accident. Il convoqua une équipe d'architectes spécialisés dans la restauration de bâtiments historiques, engagea un cabinet d'avocats pour gérer les aspects juridiques et administratifs et chargea Sophie, son assistante, de retrouver tous les anciens habitants du hameau. Le projet prit forme avec une rapidité surprenante. Le terrain laissé à l'abandon depuis la démolition appartenait toujours à sa société. Les autorisations furent obtenues en un temps record, grâce à l'enthousiasme du maire
et à quelques interventions bien placées de Marcel auprès de ses contacts dans l'administration. Mais les premiers obstacles ne tardèrent pas à se manifester. Lors d'une réunion avec les architectes, dans une salle de la mairie prêtée pour l'occasion, un homme d'une 60aine d'années fit irruption. Marcel le reconnut immédiatement, Pierre Roussel, le potier dont Manon avait parlé. « C'est donc vrai », lança Pierre en fixant Marcel. « Le Grand Beaumont veut réparer ses dégâts ?» Il y avait tant d'amertume dans sa voix que Marcel se sentit inexplicablement mal à l'aise. « Monsieur Roussel, » dit-il en s'efforçant de rester calme, « je comprends votre colère, mais je suis sincèrement déterminé à reconstruire le hameau des Lavandières et à vous rendre votre atelier. » Pierre s'approcha, menaçant. « Vous croyez que c'est si simple? Que vous pouvez détruire nos vies puis les reconstruire comme un de vos immeubles de luxe ?» Marcel soutint son regard. « Non, je ne le crois pas. Je sais que ce que j'ai fait est irréparable. Mais je veux essayer de faire ce qui est juste, même tardivement. » Pierre sembla déstabilisé par cette réponse dénuée d'arrogance. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?» Marcel hésita. Comment expliquer que c'était à cause d'une adolescente mystérieuse qui prétendait pouvoir le guérir? Comment avouer que ses motivations n'étaient pas entièrement altruistes? « J'ai eu une prise de conscience, » dit-il finalement. « Mon accident m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, dont le mal que j'ai pu causer. » Pierre le fixa longuement, cherchant visiblement la sincérité dans ses paroles. « Ma famille fabriquait des poteries dans cet atelier depuis 1723, dit-il doucement. Savez-vous ce que ça représente? Cette génération, un savoir-faire transmis de père en fils. Et vous avez tout détruit en un jour. » Marcel baissa les yeux pour la première fois. « Je ne peux pas effacer le passé, monsieur Roussel, mais je peux vous offrir un nouvel atelier, identique à l'ancien, avec tout l'équipement nécessaire. »« Et mon four ?» demanda Pierre. « Un four à bois construit par mon arrière-grand-père, avec des pierres spéciales qui donnaient à mes céramiques leur couleur particulière. » Marcel se sentit piégé. Comment recréer un tel héritage? « Je ferai de mon mieux, » promit-il. « Nous chercherons des pierres similaires. Nous reproduirons le four aussi fidèlement que possible. » Pierre secoua la tête, l'air désabusé. « Vous ne comprenez toujours pas. » Il se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. « Mais je vais vous laisser essayer, parce que Manon dit que vous avez changé. Et dans ce village, quand Manon dit quelque chose, on écoute. » Sur ces mots, il sortit, laissant Marcel troublé. Ainsi, Manon avait déjà parlé de lui aux villageois. Que leur avait-elle dit exactement? Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Les plans furent finalisés, les premiers artisans arrivèrent sur le site et le terrain fut préparé pour la reconstruction. Marcel supervisait tout depuis son fauteuil roulant, exigeant une fidélité absolue au plan d'origine. Chaque soir, il retournait à son hôtel épuisé mais étrangement satisfait. Et chaque nuit, les sensations dans ses jambes s'intensifiaient. Il pouvait désormais bouger légèrement ses orteils et sentir quand on touchait ses cuisses ou ses mollets. Philippe, qu'il tenait informé quotidiennement, restait prudent, mais commençait à envisager la possibilité d'une récupération partielle. Une semaine après le début des travaux, alors que les fondations de la première maison étaient posées, Marcel reçut un appel inquiétant d'Henri. « Le conseil d'administration exige des explications », annonça son directeur financier. « Gérard Lefebvre a découvert ce que tu fais à Saint-Rémy et il est furieux. Il dit que tu dilapides les ressources du groupe dans un projet sentimental sans rentabilité. » Marcel soupira. Il s'attendait à cette réaction. « Qu'il m'envoie une délégation, » dit-il. « Je leur expliquerai en personne. »« Ce n'est pas si simple, » hésita Henri. « Gérard a lancé une procédure pour te destituer de la présidence. Il a déjà réuni 7 votes sur 12. » Marcel sentit une vague de colère monter en lui. « Il n'osera pas. »« Il ose déjà, » répondit Henri. « La réunion extraordinaire est prévue pour lundi prochain. Si tu n'es pas là pour te défendre, j'y serai, » assura Marcel. « Dis-leur que j'y serai et que j'ai une surprise pour eux. » Il raccrocha, l'esprit en ébullition. Il ne pouvait pas abandonner le projet maintenant, pas alors que ses jambes commençaient à répondre. Mais il ne pouvait pas non plus perdre le contrôle de son entreprise, l'œuvre de sa vie. Ce soir-là, il chercha Manon dans tout le village. Il la trouva finalement assise sous l'olivier, comme si elle l'attendait. « Les choses se compliquent, hein, dit-il sans préambule. « Je dois retourner à Paris pour sauver mon entreprise. Mais je ne peux pas arrêter les travaux ici. » Manon l'observa avec son calme habituel. « Alors n'arrêtez pas. »« Tu ne comprends pas, » s'impatienta Marcel. « Si je perds le contrôle de mon groupe, je n'aurai plus les moyens de financer cette reconstruction.
Vous trouverez un moyen, dit simplement Manon. Si votre volonté est sincère. Marcel se sentit soudain épuisé. Cette fille parlait toujours par énigme. Et ma guérison? Demanda-t-il. Si je pars maintenant, le processus a commencé, répondit Manon. Il continuera tant que votre engagement restera intact. Mais n'oubliez pas, la guérison complète ne viendra que lorsque la première famille s'installera dans le hameau. Marcel la fixa intensément. Je commence à croire que tu me manipules. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Manon. Ou peut-être que je vous guide vers ce que vous avez toujours été destiné à faire. Chapitre 4. Confrontation. La tour Cristal se dressait, majestueuse, dans le ciel parisien. Marcel contemplait la ville depuis la salle du conseil, au dernier étage. C'était la première fois qu'il remettait les pieds dans ce bâtiment depuis son accident, et il était déterminé à ne pas montrer la moindre faiblesse. Autour de la grande table ovale, les 12 membres du conseil d'administration attendaient en silence. Certains évitaient soigneusement son regard, d'autres l'observaient avec une curiosité non dissimulée, cherchant des signes de défaillance. Et puis il y avait Gérard Lefebvre, assis à l'autre bout de la table, affichant un sourire suffisant qui donnait à Marcel l'envie de renverser son fauteuil roulant et de se lever pour l'étrangler. « Mesdames et messieurs, » commença Marcel d'une voix assurée, « je vous remercie d'avoir organisé cette réunion extraordinaire. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous s'inquiètent de mes récentes décisions concernant Saint-Rémy des Alpilles. Ce n'est pas de l'inquiétude, Marcel, intervint immédiatement Gérard. C'est de la consternation. Tu engages des millions dans un projet de reconstruction historique sans aucune perspective de rentabilité. C'est de la pure folie. Marcel sourit, imperturbable. La folie ou une vision que tu ne partages pas encore? Il fit rouler son fauteuil jusqu'à l'écran tactile fixé au mur et afficha une série d'images et de plans. Voici le hameau des Lavandières, tel qu'il était et tel qu'il sera bientôt. Un ensemble architectural unique du XVIIe siècle, reconstruit à l'identique, qui deviendra le cœur d'un nouveau type d'expérience touristique. Les membres du conseil se penchèrent pour mieux voir les images qui défilaient, maisons de pierre aux façades patinées par le temps, ateliers d'artisans, placettes ombragées, fontaines anciennes. J'ai déjà contacté les plus grands tours opérateurs spécialisés dans le tourisme culturel haut de gamme, poursuivit Marcel. Ils sont enthousiastes. Dans un marché saturé d'expériences artificielles, nous offrirons l'authenticité. Des artisans travaillant selon des méthodes séculaires, un patrimoine vivant, une immersion dans la Provence éternelle. Il afficha ensuite une série de projections financières. Le retour sur investissement sera certes plus lent qu'avec nos projets habituels, mais il sera substantiel et durable. Sans compter les bénéfices en termes d'image pour notre groupe. Diane Levasseur, la directrice juridique, prit la parole. « Marcel, ces projections sont-elles réalistes? Après tout, nous parlons d'un minuscule hameau dans un village peu connu. Saint-Rémy des Alpilles n'est pas si obscur, répondit Marcel. C'est le berceau de la culture provençale, à 2 pas des Baux de Provence qui attirent déjà des millions de visiteurs chaque année. Et notre projet ne se limite pas au hameau. Nous prévoyons des partenariats avec les producteurs locaux, des événements culturels, des résidences d'artistes. Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Mais il y a plus important encore. Ce projet est l'occasion pour notre groupe de démontrer que nous ne sommes pas seulement des bâtisseurs de tours de verre et de résidences de luxe. Nous pouvons aussi être des gardiens du patrimoine, des créateurs de valeurs culturelles. Gérard émit un ricanement méprisant. Depuis quand le grand Marcel Beaumont se soucie-t-il du patrimoine et de la culture? Tu as passé ta carrière à raser des quartiers historiques pour construire des centres commerciaux. Marcel fixa son ancien protégé droit dans les yeux. Les gens changent, Gérard. Parfois, il faut un coup du destin pour ouvrir les yeux. Un silence pesant s'installa dans la salle. Marcel savait qu'il jouait son va-tout. Il observa les visages autour de la table, tentant de déceler qui était avec lui et qui était contre lui. Henri prit finalement la parole. « Je pense que nous devrions donner sa chance à ce projet. Marcel a toujours eu un instinct remarquable pour anticiper les tendances. Si le tourisme authentique est la prochaine vague, je lui fais confiance pour nous y positionner favorablement. » D'autres voix s'élevèrent, pour et contre. Le débat s'anima, parfois houleux. Marcel laissa la discussion se dérouler, intervenant ponctuellement pour clarifier un point ou répondre à une objection. Au bout d'1 heure, il sentit que l'équilibre penchait légèrement en sa faveur. « Je propose un vote », déclara-t-il finalement. « Pour ou contre la poursuite du projet de Saint-Rémy tel que je l'ai présenté, avec un réexamen complet des résultats dans 6 mois. » Les mains se levèrent. 8 pour,
4 contre. Gérard était vaincu, du moins temporairement. Parfait, conclut Marcel avec un sourire satisfait. Je retourne à Saint-Rémy dès demain pour superviser personnellement les travaux. Henri me représentera ici à Paris pour les affaires courantes. Alors que la salle se vidait, Gérard s'approcha de Marcel, le visage déformé par la colère contenue. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, murmura-t-il, mais ce n'est que partie remise. Ce projet ridicule sera ta perte, Marcel. Et je serai là pour ramasser les morceaux. » Marcel soutint son regard sans ciller. « Tu as toujours été trop impatient, Gérard. C'est ton plus grand défaut. Tu veux tout de suite, sans comprendre que les choses vraiment importantes se construisent dans la durée. » Il fit pivoter son fauteuil et se dirigea vers la sortie, laissant Gérard ruminer sa défaite. Dans le couloir, Diane Levasseur l'attendait. « Belle performance, dit-elle avec un léger sourire. Mais j'ai l'impression que tu ne nous as pas tout dit sur ce projet. » Marcel haussa les épaules. « Un bon chef d'entreprise garde toujours quelques cartes en main, tu le sais bien. »« Ce n'est pas ça, insista Diane. C'est plus personnel. Ce hameau, ces gens que tu veux aider, ça te touche d'une façon que je ne t'ai jamais vue avant. » Marcel hésita. Diane était l'une des rares personnes qu'il respectait vraiment dans son entourage professionnel. Une femme brillante, intègre, qui n'avait jamais eu peur de lui tenir tête. « Disons que j'ai une dette à régler, dit-il finalement, et que certaines rencontres peuvent changer une vie. » Diane l'observa avec curiosité mais n'insista pas. « Fais attention à toi, Marcel. Gérard ne va pas en rester là. »« Je sais, » répondit-il, « mais j'ai d'autres priorités maintenant. » Le lendemain, Marcel était de retour à Saint-Rémy. Les travaux avaient bien avancé pendant son absence. Les murs de 3 maisons s'élevaient déjà, fidèles aux plans anciens. Des artisans locaux s'affairaient sur le chantier, taillant la pierre, préparant les charpentes en bois de châtaignier, façonnant les tuiles d'argile à l'ancienne. Marcel fut surpris de constater à quel point ce spectacle le touchait. Lui qui n'avait jamais été sensible à l'esthétique traditionnelle, préférant les lignes épurées et froides de l'architecture contemporaine, se surprenait à admirer la beauté brute de ces constructions anciennes renaissant sous ses yeux. Pierre Roussel était là, supervisant la reconstruction de ce qui serait son futur atelier. Marcel s'approcha de lui, hésitant. « Les maçons m'ont dit que vous aviez insisté pour qu'ils utilisent un mortier à l'ancienne, » dit Pierre sans préambule. « De la chaux et du sable, comme autrefois, plutôt que du ciment moderne. » Marcel acquiesça. « Le bâtiment respirera mieux ainsi. C'est ce que vos ancêtres auraient voulu, non ?» Pierre le dévisagea, surpris. « Vous avez fait des recherches ?»« J'ai lu quelques livres sur l'architecture provençale traditionnelle pendant mon séjour à Paris, » admit Marcel. « C'est fascinant. » Un silence s'installa entre les deux hommes, ni tout à fait hostile, ni vraiment amical, plutôt une trêve fragile. « J'ai retrouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, » dit finalement Pierre. Il sortit de sa poche un petit carnet à la couverture usée. Le journal de mon arrière-arrière-grand-père. Il y décrit précisément comment était construit le four à poterie, toutes les dimensions, les matériaux, même la disposition des pierres. Marcel prit le carnet avec précaution, touché par ce geste de confiance inattendu. « Merci, » dit-il simplement. « Je veillerai personnellement à ce que chaque détail soit respecté. » Pierre hocha la tête. « Manon dit que vous êtes sincère, que vous avez vraiment changé. J'ai du mal à y croire, mais je lui fais confiance. » « Vous la connaissez bien ?» demanda Marcel, saisissant l'occasion d'en apprendre davantage sur la mystérieuse jeune fille. « Tout le monde connaît Manon dans le village, » répondit Pierre avec un léger sourire. « Elle est spéciale. Déjà toute petite, elle savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Et puis il y a eu les guérisons. Des petites choses au début, un chat blessé, une entorse, une migraine. Puis des cas plus graves. » Marcel voulut en savoir plus. Mais un ouvrier vint chercher Pierre pour un problème de maçonnerie. Le potier s'éloigna, laissant Marcel avec ses questions sans réponse et le précieux carnet. Les jours suivants, Marcel s'impliqua plus que jamais dans le chantier. Il était là du matin au soir, discutant avec les artisans, étudiant les plans, résolvant les innombrables problèmes qui surgissaient. Et chaque jour, il sentait ses jambes s'éveiller davantage. Il pouvait maintenant bouger ses genoux, plier légèrement les jambes. Philippe, son kinésithérapeute, avait fait le voyage depuis Paris pour constater ses progrès et était resté sans voix. « C'est extraordinaire, » avait-il admis. « Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide dans un cas de lésion médulaire comme le tien. C'est presque miraculeux, » avait suggéré Marcel avec un sourire énigmatique. Un soir, alors que le chantier s'était vidé,
et que le soleil couchant baignait les collines provençales d'une lumière dorée, Marcel aperçut Manon, qui observait les travaux depuis une petite butte. Il se dirigea vers elle, manœuvrant son fauteuil sur le chemin de terre, avec une habileté acquise au prix de nombreux efforts. « Ça avance bien », dit Manon en guise de salut. « Les murs s'élèvent, les toits bientôt les couronneront. »« Poétique », commenta Marcel avec un léger sourire. « Tu viens souvent observer le chantier ?»« Tous les jours », répondit-elle. « Je veille. »« Tu veilles ?» répéta Marcel, intrigué. « Sur quoi ?»« Sur l'équilibre, » dit-elle simplement. « Sur la promesse. » Marcel l'observa attentivement. Dans la lumière du couchant, elle semblait presque irréelle, comme une apparition d'un autre temps. « Tu sais, » dit-il lentement, « j'ai parlé avec plusieurs villageois. Ils racontent des choses étranges à ton sujet, des guérisons inexpliquées, des prédictions qui se réalisent. Certains disent même que tu peux communiquer avec les animaux. » Manon sourit légèrement. « Les gens aiment les mystères. Ils voient ce qu'ils veulent voir. »« Et que devrais-je voir, moi ?» demanda Marcel. Elle le regarda droit dans les yeux. « La vérité qui se cache dans votre cœur, celle que vous avez toujours fuie. » Marcel sentit un frisson le parcourir. Cette fille avait le don de le déstabiliser avec quelques mots. « Parlons plutôt de mes jambes, » dit-il pour changer de sujet. Elles répondent de mieux en mieux. Mon médecin n'en revient pas. Il parle de cas uniques dans la littérature médicale. « Je suis heureuse pour vous, » dit Manon avec sincérité. « Mais n'oubliez pas notre accord. La guérison complète ne viendra que lorsque la première famille s'installera dans le hameau, » compléta Marcel. « Je n'ai pas oublié, et j'y travaille. Les Roussel seront les premiers à revenir. Leur maison et l'atelier seront prêts dans moins d'un mois. » Manon acquiesça, satisfaite. Puis son visage s'assombrit légèrement. « Vous aurez des obstacles à surmonter avant cela. Des gens qui ne veulent pas que ce projet aboutisse. » Marcel fronça les sourcils. « Gérard Lefebvre. Il a été neutralisé pour le moment. »« Pas seulement lui, » dit Manon. « Il y a des forces plus obscures à l'œuvre. Des intérêts puissants qui ne veulent pas voir renaître le hameau des Lavandières. »« De quoi parles-tu » demanda Marcel, perplexe. « Qui pourrait s'opposer à ce projet maintenant ?» Manon ne répondit pas directement. « Soyez vigilants, » dit-elle simplement. « Et n'oubliez pas pourquoi vous faites tout cela. » Sur ces paroles énigmatiques, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Marcel avec un sentiment d'inquiétude diffuse. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que les avertissements de Manon se concrétisent. Le lendemain matin, à son arrivée sur le chantier, Marcel trouva les ouvriers regroupés autour du chef de chantier, l'air sombre. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Sabotage » répondit le chef de chantier en désignant les maisons en construction. « Quelqu'un s'est introduit cette nuit et a endommagé les fondations de 2 bâtiments. Il faut tout vérifier et probablement recommencer certaines parties. » Marcel sentit une vague de colère monter en lui. « Avez-vous prévenu la gendarmerie ?»« Ils sont en route » confirma le chef. « Mais franchement, je doute qu'ils trouvent quoi que ce soit. » C'était un travail de pro. Une inspection plus approfondie révéla que les dégâts étaient considérables. Des produits corrosifs avaient été versés dans le mortier frais, compromettant l'intégrité des murs. Plusieurs poutres de charpente avaient été sciées partiellement, créant un risque d'effondrement. Les gendarmes prirent des photos, posèrent des questions, mais ne semblèrent guère optimistes quant à leur chance de trouver les coupables. Le village était isolé, le chantier mal éclairé la nuit, et aucune caméra de surveillance n'avait été installée. « Combien de temps de retard cela va-t-il nous causer ?» demanda Marcel au chef de chantier une fois les gendarmes partis. « 2 semaines, peut-être 3, répondit celui-ci en secouant la tête. « Et ça va coûter cher. »« L'argent n'est pas un problème, affirma Marcel. Mais le temps, nous devons accélérer les travaux, embaucher plus d'ouvriers, faites des heures supplémentaires si nécessaire. Je veux que nous respections le calendrier initial. » Le chef de chantier le regarda avec surprise. « Vous êtes vraiment déterminé à faire aboutir ce projet, n'est-ce pas ?»« Plus que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit Marcel en pensant à ses jambes qui s'éveillaient progressivement et à sa promesse envers Manon. Ce n'était que le début des problèmes. Dans les jours qui suivirent, une série d'incidents perturbèrent le chantier. Matériaux livrés qui disparaissaient mystérieusement, ouvriers qui ne se présentaient pas au travail sans explication, équipements qui tombaient en panne. Et puis vint l'incendie. Une nuit, alors que Marcel travaillait tard dans sa chambre d'hôtel sur les plans du four de poterie des Roussel, son téléphone sonna. C'était le chef de chantier, paniqué. « Le hameau est en feu !» cria-t-il. « Les pompiers sont en route, mais c'est déjà un enfer !» Marcel se précipita sur place aussi vite que son fauteuil roulant le lui permettait. Le spectacle qui l'attendait était apocalyptique.
3 des maisons en construction étaient à la proie des flammes, les poutres de bois sec brûlant comme des allumettes. Les pompiers luttaient contre l'incendie, mais le manque d'eau dans cette zone rurale compliquait leur tâche. Les villageois s'étaient rassemblés, formant une chaîne humaine pour passer des seaux d'eau. Marcel aperçut Pierre Roussel parmi eux, le visage noir de suie, travaillant avec l'énergie du désespoir pour sauver ce qui pouvait l'être. Et là, au milieu de ce chaos, se tenait Manon. Immobile comme une statue, son visage éclairé par les flammes, elle fixait l'incendie avec une expression indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent, et Marcel y lut une tristesse infinie, mais aussi une détermination farouche. Ce fut une nuit interminable. Lorsque l'aube se leva enfin, révélant l'étendue des dégâts, Marcel sentit son cœur se serrer. Presque tout était à refaire. Des semaines, peut-être des mois de travail perdu. Les pompiers confirmèrent rapidement l'origine criminelle de l'incendie. Des accélérateurs avaient été utilisés, et les foyers multiples ne laissaient aucun doute sur l'intention malveillante. Épuisé, le visage maculé de suie, Marcel réunit les villageois et les ouvriers au milieu des ruines fumantes. « Je sais ce que vous pensez, » dit-il d'une voix forte, « que c'est fini, que celui ou ceux qui ont fait ça ont gagné. » Il parcourut l'assemblée du regard, s'arrêtant sur chaque visage marqué par la fatigue et le découragement. « Mais il se trompe, » poursuivit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. « Nous allons reconstruire, tout recommencer s'il le faut. Pierre par pierre, poutre par poutre. Et cette fois, nous mettrons en place une sécurité jour et nuit. » Un murmure parcourut la foule. Pierre Roussel s'avança. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi vous obstinez ainsi? Ce n'est plus une question d'argent ou de projet immobilier. Quelqu'un est prêt à aller très loin pour empêcher la renaissance du hameau des Lavandières. Pourquoi risquer tout cela ?» Marcel hésita. Comment expliquer ce mélange complexe de motivations qui l'animait? L'espoir de guérison, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus profond qui avait pris racine en lui. Un désir de réparation, de rédemption peut-être. « Parce que c'est juste, dit-il finalement. Parce que j'ai détruit quelque chose de précieux et que j'ai maintenant la chance de le reconstruire. Et parce que je n'ai jamais reculé devant un défi, même quand tout semblait perdu. » Il fit pivoter son fauteuil pour faire face aux ruines calcinées. « Je ne sais pas qui veut empêcher cette reconstruction ni pourquoi, mais je vous fais cette promesse, à vous tous. Le hameau des Lavandières renaîtra de ses cendres, plus beau et plus fort qu'avant. » Tandis que les villageois et les ouvriers se dispersaient lentement, Marcel aperçut Manon qui s'approchait de lui. « Vous avez passé une épreuve, » dit-elle doucement. « Une épreuve que tu avais prédite, » répondit Marcel avec un regard pénétrant. « Tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas ?» Manon ne confirma ni ne démentit. « Ce qui importe, c'est votre réaction. Vous n'avez pas abandonné. »« Abandonner n'a jamais fait partie de mon vocabulaire, » dit Marcel. « Mais j'aimerais comprendre. Qui pourrait avoir intérêt à empêcher la reconstruction d'un petit hameau provençal ?» Manon sembla hésiter, comme si elle pesait le pour et le contre de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Certains secrets sont enfouis dans la terre de Saint-Rémy, » dit-elle finalement. « Des secrets que la renaissance du hameau pourrait mettre au jour. » Voilà. Chapitre 5. Révélation. « Des secrets, » répéta Marcel, intrigué. « De quel genre ?» Manon regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre. « Venez avec moi, » dit-elle simplement. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Marcel hésita. Il était épuisé après cette nuit de lutte contre l'incendie, et la perspective d'une nouvelle énigme, posée par cette adolescente déconcertante, ne l'enchantait guère. Mais sa curiosité l'emporta. « Où allons-nous » demanda-t-il, en manœuvrant son fauteuil pour suivre Manon qui s'éloignait déjà d'un pas décidé. « À la source des 3 cyprès, » répondit-elle sans se retourner. Ils quittèrent les ruines du hameau et s'engagèrent sur un chemin de terre qui serpentait entre les oliviers. Le sol inégal rendait la progression difficile pour le fauteuil roulant de Marcel, mais il s'obstina, poussant sur ses bras avec une énergie renouvelée par la détermination. Après une vingtaine de minutes d'effort, ils arrivèrent dans une petite clairière où se dressaient 3 cyprès centenaires, leurs silhouettes élancées, pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. À leurs pieds, une source jaillissait d'un rocher, formant un petit bassin naturel, avant de s'écouler en un ruisseau cristallin. « C'est ici que tout a commencé, » dit Manon en s'asseyant sur une pierre plate près de l'eau. Marcel fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui a commencé ici ?»« L'histoire du hameau des Lavandières et celle de votre famille. » Marcel la dévisagea, pris de court. « Ma famille ? Qu'est-ce que ma famille a à voir avec ce hameau ?» Manon plongea sa main dans l'eau claire de la source
et la regarda ruisseler entre ses doigts. « Connaissez-vous vos origines, monsieur Beaumont? Je veux dire, au-delà de vos grands-parents » Marcel secoua la tête. « Pas vraiment, mon père était orphelin et ma mère ne parlait jamais de sa famille. J'ai grandi sans racines, et ça m'a toujours convenu. Pourquoi s'encombrer du passé quand on peut construire l'avenir? Parce que parfois, le passé et l'avenir sont inextricablement liés, répondit Manon, comme les racines et les branches d'un même arbre. Elle se releva et pointa du doigt un petit monticule couvert de végétation à quelques mètres de la source. Regardez là-bas. Voyez-vous quelque chose? Marcel plissa les yeux. Au milieu des herbes folles, il distingua ce qui semblait être des pierres taillées, vestiges d'une construction ancienne. Une ruine? Hasarda-t-il. Les fondations de l'ancienne maison Beaumont, confirma Manon. La demeure de vos ancêtres avant qu'ils ne quittent Saint-Rémy au début du XIXe siècle. Marcel sentit un frisson le parcourir. C'est impossible. Ma famille n'a aucun lien avec la Provence. Nous sommes parisiens depuis des générations. Vos ancêtres ont quitté Saint-Rémy en 1817, poursuivit Manon, comme si elle récitait une leçon bien apprise. Après la tragédie, ils ont changé leur nom qui était alors Beaumontois pour devenir simplement Beaumont. Ils ont effacé toute trace de leurs origines provençales et se sont installés à Paris où ils ont commencé une nouvelle vie. Marcel la fixait, partagé entre l'incrédulité et une étrange fascination. « Comment sais-tu tout cela ?»« Ma grand-mère me l'a raconté, » répondit Manon. « Et sa grand-mère avant elle. L'histoire se transmet dans notre famille depuis 7 générations. Elle s'approcha de lui et s'accroupit pour être à sa hauteur. Les Beaumontois étaient les propriétaires du hameau des Lavandières. Ils louaient les maisons et les ateliers aux artisans, percevaient les loyers, mais veillaient aussi au bien-être de la communauté. Une relation équilibrée, presque féodale, mais bienveillante. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste Beaumontois, votre ancêtre, ne rompe cet équilibre. » Marcel l'écoutait avec une attention croissante, comme hypnotisé par ce récit surgissant du passé. « Que s'est-il passé » demanda-t-il dans un souffle. « Jean-Baptiste était un homme ambitieux et cupide, » continua Manon. Il voulait transformer le hameau en une exploitation viticole industrielle, ce qui aurait nécessité d'expulser tous les artisans. Il y eut une révolte. Un soir d'orage, des villageois en colère se rassemblèrent devant la maison Beaumontois. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le lointain comme si elle voyait la scène se dérouler devant ses yeux. « Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, » reprit-elle doucement. « Certains parlent d'un incendie accidentel, d'autres d'un acte délibéré. Toujours est-il que la maison Beaumontois brûla. Jean-Baptiste survécut, mais sa femme Marie-Claire disparut dans les flammes. Fou de douleur et de rage, il fit raser le hameau des Lavandières jusqu'à la dernière pierre, dispersant la communauté d'artisans aux 4 vents. Puis, il quitta Saint-Rémy avec son jeune fils, jurant de ne jamais revenir. Marcel sentit un malaise profond l'envahir. Cette histoire résonnait étrangement avec sa propre vie, sa propre ambition de transformer Saint-Rémy, son propre accident. « Si ce que tu dis est vrai, dit-il lentement, pourquoi personne ne m'en a parlé quand j'ai acquis ces terrains? Le maire, les notaires. Quelqu'un aurait dû faire le rapprochement. Le nom a changé, rappela Manon. Et puis, peu de gens connaissent cette histoire aujourd'hui. Elle a été délibérément effacée des registres officiels. Seules quelques familles, comme la mienne, en ont gardé la mémoire. » Marcel secoua la tête, encore incrédule. « C'est une coïncidence troublante, je l'admets. Mais ça ne prouve rien. Et même si c'était vrai, quel rapport avec ce qui se passe aujourd'hui? Avec l'incendie de cette nuit ?» Manon soutint son regard. « Ne voyez-vous pas le schéma qui se répète? Un Beaumontois qui veut transformer Saint-Rémy, une résistance locale, un incendie. L'histoire tente de se reproduire, comme si une malédiction planait sur votre famille et sur ce lieu. »« Je ne crois pas aux malédictions, » affirma Marcel, bien que sa voix manquât de conviction. « Appelez cela comme vous voulez, » dit Manon. « Un cycle karmique, une dette du destin, une blessure ancestrale qui n'a jamais guéri. Le fait est que vous avez maintenant l'occasion de briser ce cycle, de réparer ce que votre ancêtre a brisé. » Marcel resta silencieux, assimilant ces révélations troublantes. Une partie de lui rejetait tout cela comme des superstitions ridicules, des coïncidences exagérées par l'imagination romanesque d'une adolescente. Mais une autre partie, plus profonde, sentait que ces paroles touchaient à une vérité essentielle. « Et toi, dans tout ça, demanda-t-il finalement, quel est ton rôle? Pourquoi t'intéresses-tu tant à cette histoire, à moi ?» Le visage de Manon s'adoucit, une ombre de tristesse voilant ses yeux extraordinaires. « Ma famille aussi est liée à cette histoire. Les Devereux étaient parmi les artisans du hameau des Lavandières.
Nous étions des herboristes, des guérisseurs, et nous avions un don transmis de génération en génération. Le don de guérison, murmura Marcel. Manon acquiesça. Mais ce don a un prix. Chaque guérison nous prend un peu de notre force vitale. C'est un échange, pas un miracle gratuit. Marcel la dévisagea, soudain inquiet. Tu veux dire que tu t'affaiblis quand tu guéris quelqu'un? Que tu te mets en danger? C'est ainsi que fonctionne l'équilibre, répondit-elle simplement. Donner et recevoir. Rien ne se crée, rien ne se perd. Marcel sentit une vague de culpabilité l'envahir. Alors quand tu as commencé à me soigner, tu savais que cela te coûterait. Pourquoi faire ça pour moi, quelqu'un que tu ne connaissais pas, qui plus est celui qui voulait détruire ton village? Manon sourit légèrement, parce que je savais que vous n'étiez pas que cela, que sous la carapace du promoteur impitoyable se cachait un homme capable de compassion, de changement, et parce que nos destins sont liés, qu'on le veuille ou non. Elle se releva et tendit la main vers la source. Cette eau est spéciale. On dit qu'elle révèle la vérité à ceux qui la boivent avec un cœur ouvert. Voulez-vous essayer? Marcel hésita, puis haussa les épaules. Pourquoi pas? Je doute qu'une gorgée d'eau de source puisse faire plus étrange que tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Manon recueillit l'eau dans ses mains jointes et la lui offrit. Marcel se pencha maladroitement et but quelques gorgées. L'eau était fraîche, avec un goût minéral prononcé, mais rien de magique ne se produisit. « Je ne ressens rien de particulier », dit-il avec une pointe de déception. « La vérité ne se révèle pas toujours immédiatement », répondit Manon. « Parfois, elle a besoin de temps pour faire son chemin jusqu'à notre conscience. » Ils restèrent encore un moment près de la source, Marcel perdu dans ses pensées, Manon respectant son silence. Puis ils reprirent le chemin du village, la jeune fille aidant discrètement le promoteur quand son fauteuil rencontrait un obstacle trop important. De retour au hameau en ruine, Marcel fut accueilli par une nouvelle surprenante. Les villageois s'étaient organisés en son absence. Des équipes de volontaires déblayaient les débris calcinés, d'autres apportèrent de la nourriture et des boissons aux travailleurs. Pierre Roussel semblait avoir pris la direction des opérations, donnant des instructions avec l'autorité naturelle d'un chef. « Nous avons décidé de ne pas vous attendre », expliqua-t-il à Marcel. « Le temps presse si nous voulons reconstruire avant les pluies d'automne. » Marcel observa cette activité avec étonnement. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il. « Hier encore, la plupart d'entre vous me considéraient comme l'ennemi. » Pierre haussa les épaules. « Disons que votre discours de ce matin nous a touchés. Et puis ce hameau représente notre histoire, notre patrimoine. Si vous êtes prêt à vous battre pour lui malgré les obstacles, alors nous le sommes aussi. » Marcel sentit une émotion inattendue lui serrer la gorge. « Merci, » dit-il simplement. Il s'intégra aux équipes de travail, coordonnant les efforts, mettant à disposition ses compétences en gestion de projet et ses ressources financières. Les jours suivants furent intenses, marqués par une solidarité croissante entre les villageois, les ouvriers professionnels et Marcel lui-même. Parallèlement, ses progrès physiques s'accélérèrent de façon spectaculaire. Un matin, sous les yeux ébahis de Philippe venu de Paris pour un suivi, il réussit à se lever de son fauteuil et à faire quelques pas hésitants en s'appuyant sur des béquilles. « C'est incroyable », balbutia le kinésithérapeute. « Je n'ai jamais vu une telle récupération. Médicalement, c'est inexplicable. » Marcel sourit, pensant à Manon et à son étrange pouvoir. « Disons que j'ai trouvé une thérapie alternative particulièrement efficace. » Ces progrès attirèrent l'attention. Des journalistes locaux commençaient à s'intéresser à cette histoire hors du commun. Un promoteur parisien, paraplégique après un accident, qui reconstruisait un hameau historique et retrouvait miraculeusement l'usage de ses jambes. Marcel refusait la plupart des interviews, préférant se concentrer sur le projet et sa rééducation. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans sa chambre d'hôtel, il reçut un appel inquiétant d'Henri. « Marcel, nous avons un problème », annonça son directeur financier. « Gérard a lancé un audit interne sur le financement du projet Saint-Rémy. Il prétend que tu détournes des fonds du groupe pour un projet personnel. » Marcel soupira. « C'est absurde. Tout est parfaitement documenté et transparent. »« Je sais, » répondit Henri, « mais il a réussi à semer le doute. Plusieurs administrateurs s'interrogent. Et puis il y a autre chose. » « Quoi encore ? » « Gérard a engagé des détectives privés pour enquêter sur toi et sur ce village. Il cherche quelque chose, Marcel. Quelque chose qu'il pourrait utiliser contre toi. » Marcel sentit un frisson d'inquiétude. Pensait-il à Manon, à ses pouvoirs, à cette histoire de lien familial avec Saint-Rémy? « Qu'il cherche, dit-il finalement. Je n'ai rien à cacher. » Mais après avoir raccroché,
Marcel resta préoccupé. Les manœuvres de Gérard, combinées au sabotage et à l'incendie du chantier, créaient un sentiment de menace grandissante. Quelqu'un semblait déterminé à l'empêcher de mener à bien la reconstruction du hameau des Lavandières. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Le lendemain, Marcel décida d'en avoir le cœur net. Il se rendit aux archives municipales et demanda à consulter tous les documents concernant le hameau des Lavandières et la famille Beaumontois. Le préposé aux archives, un homme âgé au regard suspicieux, sembla réticent, mais s'exécuta néanmoins. Après plusieurs heures de recherche minutieuse, Marcel découvrit que Manon avait dit vrai. Les Beaumontois avaient bien existé à Saint-Rémy, possédant des terres importantes incluant le hameau des Lavandières. Les registres confirmaient leur départ précipité en 1817, ainsi que le changement de nom en Beaumont. Mais ce qui intrigua particulièrement Marcel fut la mention récurrente d'un trésor des Lavandières dans plusieurs documents. « Un trésor ?» murmura-t-il, perplexe. Il approfondit ses recherches et tomba sur le journal d'un certain abbé Moreau, daté de 1816, qui évoquait les richesses cachées sous les pavés du hameau et l'or des Beaumontois, fruit de transactions impies, enfoui là où nul ne songera à le chercher. Marcel sentit son cœur s'accélérer. Un trésor caché sous le hameau des Lavandières? Était-ce la véritable raison des sabotages? Quelqu'un cherchait-il à l'empêcher de reconstruire pour pouvoir fouiller les ruines à la recherche de ce trésor légendaire? Absorbé par ses réflexions, il ne remarqua pas immédiatement l'homme qui l'observait depuis l'entrée de la salle des archives. Ce n'est que lorsque celui-ci s'approcha que Marcel leva les yeux. « Monsieur Beaumont ?» dit l'homme avec un léger accent italien. « Je suis Lorenzo Visconti, journaliste pour Il Messaggero. J'aimerais vous parler de votre projet de reconstruction et de votre remarquable rétablissement. » Marcel fronça les sourcils. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Visconti sourit. « Un journaliste a ses sources. Puis-je vous offrir un café? J'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser. » Méfiant mais curieux, Marcel accepta. Ils s'installèrent à la terrasse d'un petit café sur la place principale du village. Visconti commanda 2 expressos et attendit que le serveur s'éloigne avant de parler. « Je ne suis pas vraiment journaliste, » admit-il à voix basse. « Je travaille pour une organisation privée spécialisée dans la recherche d'artefacts historiques. Nous nous intéressons particulièrement au trésor des Lavandières. » Marcel le dévisagea, surpris par cette franchise inattendue. « Le trésor? Vous y croyez vraiment? » « Ce n'est pas une simple légende, monsieur Beaumont, » affirma Visconti. « Nos recherches indiquent qu'au début du XIXe siècle, votre ancêtre Jean-Baptiste Beaumontois a caché une fortune considérable quelque part dans le hameau. Des pièces d'or, des bijoux, peut-être même des documents historiques d'une valeur inestimable. » Il sortit de sa mallette une liasse de documents qu'il étala discrètement sur la table. Voici des copies de lettres écrites par Jean-Baptiste lui-même, évoquant ce trésor. Et ici un plan partiel du hameau avec des annotations cryptiques. Marcel examina les documents, impressionné malgré son scepticisme. « Admettons que ce trésor existe. Pourquoi me dire tout cela ?» Visconti se pencha en avant. « Mon organisation propose un marché. Laissez-nous conduire des fouilles discrètes pendant la reconstruction. Si nous trouvons quelque chose, nous partagerons la découverte avec vous. 70% pour nous, 30% pour vous, sans aucune publicité si vous le souhaitez. » Marcel eut un sourire ironique. « Et si je refuse ?» Le visage de Visconti se durcit imperceptiblement. « Ce serait regrettable, très regrettable. Les accidents arrivent ainsi facilement sur un chantier. La menace était à peine voilée. Marcel comprit soudain. « C'est vous qui êtes derrière les sabotages. » L'incendie? Visconti ne répondit pas directement. « Disons que mon organisation est très déterminée, monsieur Beaumont, et que nous avons les moyens de parvenir à nos fins. Réfléchissez à notre offre. Vous avez jusqu'à demain soir. » Sur ces mots, il se leva, laissa quelques euros sur la table et s'éloigna d'un pas tranquille. Marcel resta immobile, assimilant cette conversation surréaliste. Ainsi, toute cette affaire tournait autour d'un hypothétique trésor caché. Des gens étaient prêts à incendier un chantier, à menacer des vies pour quelques pièces d'or anciennes. Il rangea soigneusement les documents laissés par Visconti et regagna son hôtel, l'esprit en ébullition. Il devait parler à Manon. Elle semblait en savoir plus qu'elle ne l'avait dit sur cette histoire de trésor. Marcel la chercha dans tout le village, mais ne la trouva nulle part. Il se rendit chez sa grand-mère, une petite maison aux volets bleus près de l'église. Une femme âgée au regard vif lui ouvrit. « Madame Devreux, je cherche Manon, dit Marcel. C'est important. » Le visage de la vieille dame s'assombrit.
Manon est souffrante, répondit-elle. Elle ne peut voir personne aujourd'hui. Souffrante? Répéta Marcel, inquiet. Qu'a-t-elle? Mathilde Devreux l'observa longuement, comme si elle évaluait sa sincérité. Entrez, dit-elle finalement en s'effaçant pour le laisser passer. L'intérieur de la maison était modeste mais chaleureux, rempli de livres anciens et de plantes séchées suspendues aux poutres. Une odeur d'herbes aromatiques flottait dans l'air. « Manon est dans sa chambre », indiqua Mathilde en désignant une porte. « Elle vous attend. » Surpris, Marcel frappa doucement, puis entra. La chambre était petite, éclairée seulement par une fenêtre aux rideaux de dentelle. Manon était allongée sur un lit étroit, le visage d'une pâleur inquiétante, qui contrastait avec l'éclat fébrile de ses yeux. « Vous êtes venu, » dit-elle faiblement. « Je savais que vous viendriez. » Marcel s'approcha, choqué par son état. « Que t'arrive-t-il? Tu es malade ?»« C'est le prix, » murmura-t-elle. « Le prix de la guérison. Chaque pas que vous faites me coûte un peu de ma force. » Marcel sentit un poids terrible s'abattre sur ses épaules. « Tu veux dire que c'est à cause de moi? Que tu souffres parce que tu me guéris ?» Manon sourit faiblement. « C'est ainsi que fonctionne le don, un équilibre parfait. Ce que je vous donne, je le perds. Alors, arrête, dit Marcel avec véhémence. Je ne veux pas remarcher si c'est au prix de ta santé. Il est trop tard pour arrêter, répondit Manon. Le processus est enclenché. Il doit aller jusqu'à son terme. Elle se redressa légèrement, s'appuyant sur ses oreillers. Vous avez découvert le trésor, n'est-ce pas? Les documents, les menaces? Marcel acquiesça, surpris. Comment le sais-tu? Je l'ai vu en rêve, dit-elle simplement. Comme j'ai vu votre arrivée à Saint-Rémy et tout ce qui a suivi. Elle tendit une main tremblante vers la table de chevet et prit un petit carnet relié de cuir usé. Tenez, le journal de ma trisaïeule, Élise Devreux. Elle vivait au hameau des Lavandières à l'époque de Jean-Baptiste Beaumontois. Elle y parle du trésor, mais aussi de la véritable tragédie qui s'est déroulée cette nuit-là. Marcel prit le carnet avec précaution. Quelle tragédie? Lisez, dit simplement Manon en fermant les yeux, épuisée. Tout est là, y compris le lien qui nous unit, vous et moi, à travers les siècles. Chapitre 6. L'héritage. Marcel quitta la maison des Devereux, le cœur lourd, le précieux journal d'Élise serré contre lui. Le soleil se couchait sur Saint-Rémy, baignant le village d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec les ténèbres qui envahissaient son âme. Manon souffrait à cause de lui. Chaque progrès qu'il faisait, chaque pas qu'il retrouvait, drainait un peu de la force vitale de cette jeune fille extraordinaire. De retour dans sa chambre d'hôtel, il s'installa près de la fenêtre et ouvrit avec précaution le vieux journal. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, parfois difficile à déchiffrer. Il commença sa lecture, plongeant dans le Saint-Rémy du début du XIXe siècle. 15 mai 1816. Le maître est revenu aujourd'hui de son voyage à Marseille. Il semblait agité, nerveux. J'ai préparé sa tisane habituelle, celle qui calme ses humeurs sombres, mais il l'a renversée d'un revers de main. Quelque chose le tourmente profondément. Les rumeurs au village disent qu'il aurait fait de mauvaises affaires, qu'il serait au bord de la ruine. Est-ce pour cela qu'il parle maintenant de transformer le hameau? Marcel tourna les pages, absorbé par ce récit d'un temps révolu. Élise Devreux était alors une jeune herboriste qui servait occasionnellement comme guérisseuse et femme de chambre au manoir des Beaumontois. Son témoignage offrait un aperçu intime de la vie quotidienne, au hameau des Lavandières et des événements qui avaient précédé la tragédie. 2 juin 1816. Le maître a annoncé aujourd'hui son projet aux artisans du hameau. Il veut tout raser pour planter des vignes. Les familles qui vivent ici depuis des générations devraient partir, abandonnant leurs ateliers, leurs souvenirs, leur vie. Pierre Roussel, le potier, s'est dressé contre lui, rappelant l'ancien pacte qui lie les Beaumontois aux artisans depuis 2 siècles. Le maître a ri et a déchiré le vieux parchemin qui portait la signature de son ancêtre. « Les temps changent », a-t-il dit, « et vous changerez avec eux ou vous disparaîtrez. » Marcel tressaillit en lisant le nom de Roussel. Ainsi la famille du potier était déjà présente à cette époque. Une lignée ininterrompue de maîtres de l'argile jusqu'à Pierre, qui luttait aujourd'hui pour reconstruire son atelier. 10 juillet 1816. Quelque chose d'étrange se passe au manoir. Des hommes viennent la nuit portant des coffres lourds que le maître fait descendre dans les caves. Hier, j'ai surpris une conversation entre lui et un marchand de Marseille. Il parlait d'or, de pierres précieuses, de documents à cacher. Le marchand semblait inquiet, parlait de poursuites, de soupçons qui pèsent sur leurs activités. Le maître l'a rassuré.
Personne ne cherchera ici au milieu de ces artisans misérables. Voilà donc l'origine du fameux trésor, pensa Marcel. Des gains mal acquis, peut-être le fruit de contrebande ou d'escroquerie que Jean-Baptiste Beaumontois avait caché à Saint-Rémy pour échapper à la justice. 30 août 1816. La tension monte au hameau. Le maître a obtenu un ordre d'expulsion qui sera exécuté dans 2 semaines. Les artisans parlent de résistance, certains même de violence. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Marie-Claire, l'épouse du maître, est venue me voir en secret. Elle est terrifiée par ce que devient son mari, par sa cupidité, sa cruauté croissante. Elle m'a confié un terrible secret. Le maître n'est pas le père de son fils, Thomas. L'enfant est né d'une liaison qu'elle a eue avec François Devreux, mon cousin, mort l'an dernier d'une fièvre. Si le maître l'apprenait, Marcel s'arrêta net, relisant plusieurs fois ce passage. Thomas Beaumontois, l'héritier de Jean-Baptiste, celui qui avait quitté Saint-Rémy et changé son nom en Beaumont, n'était pas le fils biologique de Jean-Baptiste, mais d'un Devreux. Cela signifiait que lui, Marcel Beaumont, descendait en réalité des Devreux, la famille de Manon. Les mains tremblantes, il poursuivit sa lecture, découvrant page après page les événements qui avaient conduit à la tragique nuit du 15 septembre 1816. 15 septembre 1816, minuit. L'horreur s'est abattue sur nous. Ce soir, les artisans se sont rassemblés devant le manoir pour une dernière tentative de négociation. Le maître est sorti, fou de rage, brandissant un fusil. Un coup est parti, peut-être accidentellement. La foule s'est dispersée, terrifiée. Puis j'ai entendu Marie-Claire crier à l'intérieur. Je me suis précipité et j'ai trouvé le maître fou de rage. Il avait découvert des lettres révélant la véritable paternité de Thomas. Dans sa fureur, il a renversé une lampe. Le feu s'est propagé si vite. J'ai réussi à sauver le petit Thomas, mais Marie-Claire, Dieu ait son âme. Le maître a accusé les villageois d'avoir incendié le manoir et tué son épouse. Personne n'a osé le contredire. Dans sa folie vengeresse, il a juré de détruire le hameau des Lavandières jusqu'à la dernière pierre. Cette terre est maudite, va-t-il crier, et je la maudis à mon tour. Que jamais rien n'y prospère à nouveau. J'ai caché le petit Thomas chez moi cette nuit. Demain, je le rendrai à son père légal. Que Dieu me pardonne ce mensonge, mais révéler la vérité maintenant ne ferait qu'ajouter au drame. Jean-Baptiste emmènera l'enfant loin d'ici, et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais un jour, je le sens, un descendant reviendra. Le sang appelle le sang, et les Devreux et les Beaumontois sont désormais liés pour l'éternité, qu'ils le veuillent ou non. Marcel referma le journal, bouleversé. Tout prenait sens maintenant. Le lien inexplicable qu'il avait ressenti avec Saint-Rémy dès sa première visite. Son attirance irrésistible pour ce projet de reconstruction, malgré les obstacles. Et surtout, sa connexion mystérieuse avec Manon. Ils étaient en parents. Lointains cousins séparés par 2 siècles, mais unis par le sang des Devereux. Était-ce pour cela que Manon pouvait le guérir? Que sa magie fonctionnait sur lui? Et qu'en était-il du trésor? Existait-il vraiment? Les coffres mentionnés par Élise contenaient-ils effectivement de l'or et des pierres précieuses? Ou s'agissait-il d'autre chose? De documents compromettants peut-être? Marcel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, s'appuyant sur une canne. Ses jambes le portaient de mieux en mieux chaque jour. Mais à quel prix? La santé de Manon déclinait visiblement. S'il continuait sur cette voie, que lui arriverait-il? Pourrait-elle en mourir? Cette pensée lui était insupportable. En quelques semaines, cette jeune fille étrange était devenue importante pour lui. Plus importante que sa guérison, plus importante même que le projet de reconstruction qui l'obsédait. Il devait trouver une solution. Continuer la reconstruction du hameau, car c'était la juste chose à faire. Mais renoncer peut-être à sa guérison complète pour épargner Manon. Un coup discret à sa porte interrompit ses réflexions. C'était Pierre Roussel. « Excusez-moi de vous déranger si tard, » dit le potier, l'air préoccupé. « Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Un homme rôde autour du chantier depuis plusieurs jours. Un Italien, je crois. Les ouvriers l'ont surpris en train de prendre des mesures, de faire des marquages au sol. « Visconti, » murmura Marcel, « il cherche le trésor. » Pierre haussa un sourcil. « Le trésor? Vous connaissez cette vieille légende ?»« Ce n'est pas une légende, » répondit Marcel. Il hésita un instant, puis décida de faire confiance au potier. « J'ai lu le journal d'Élise Devreux. Elle parle de coffres cachés par Jean-Baptiste Beaumontois peu avant la tragédie. » Pierre semblait sceptique. « Des histoires de bonnes femmes, si vous voulez mon avis. Mais cet Italien, lui, y croit visiblement. Et il est prêt à tout pour mettre la main dessus. Y compris à saboter notre chantier et à menacer des vies, confirma Marcel. Il m'a approché aujourd'hui
proposant un marché. Il veut que je l'autorise à faire des fouilles pendant la reconstruction. Et vous allez accepter? Marcel secoua la tête. Non. Quoi que contiennent ces coffres, s'ils existent, ils font partie de l'histoire du hameau. Ils appartiennent à la communauté, pas à des chasseurs de trésors sans scrupules. Pierre le considéra avec un respect nouveau. Vous avez changé, Beaumont. Quand vous êtes arrivé ici la première fois, vous n'auriez pas hésité à vendre notre patrimoine au plus offrant. Marcel sourit légèrement. Disons que j'ai eu une révélation. Plusieurs, en fait. Il raconta à Pierre ce qu'il avait découvert sur ses véritables origines, sur le lien qui l'unissait aux Devreux, sur la tragique histoire d'amour entre Marie-Claire Beaumontois et François Devreux. Le potier l'écouta en silence, hochant parfois la tête comme si certains éléments confirmaient de vieilles suspicions. « Cela explique beaucoup de choses, dit-il finalement, y compris pourquoi Manon s'est tant intéressée à vous dès votre arrivée. Elle devait sentir ce lien de sang. »« Manon, » murmura Marcel. « Elle s'affaiblit, Pierre. Chaque progrès que je fais lui coûte de sa vitalité. Je ne peux pas accepter cela. » Pierre posa une main sur son épaule, un geste d'une familiarité qu'il n'aurait jamais osé quelques semaines plus tôt. Les Devreux ont toujours été ainsi. Leur don est une bénédiction et une malédiction. Ils donnent sans compter, jusqu'à l'épuisement parfois. Ma grand-mère me racontait que l'arrière-grand-mère de Manon est morte, après avoir sauvé tout un village d'une épidémie. Marcel frissonna. Je ne veux pas que cela arrive à Manon. Il doit y avoir un moyen de briser ce cycle, de rompre cette malédiction. Peut-être y en a-t-il un, dit lentement Pierre. Une vieille légende raconte que la source des Trois Cyprès possède des propriétés spéciales, que ses eaux peuvent non seulement révéler la vérité, mais aussi rétablir l'équilibre rompu. Marcel se rappela sa visite à la source avec Manon, l'eau qu'il avait bue dans ses mains. Comment? Pierre hésita. Ce n'est qu'une légende, mais on dit que si un Beaumontois et un Devreux boivent ensemble de cette eau lors de la pleine lune, en récitant certaines paroles anciennes, le sort qui lie leur famille peut être rompu. L'énergie qui circule entre eux peut être redistribuée. Marcel le fixa intensément. Vous y croyez? Le potier haussa les épaules. Je fabrique des objets d'argile. Des choses concrètes, tangibles. Je ne suis pas homme à croire aux sortilèges, mais dans ce village, j'ai vu des choses que je ne peux expliquer. Manon qui guérit les malades, des plantes qui fleurissent hors saison, des prédictions qui se réalisent. Alors qui suis-je pour dire ce qui est possible ou non? La prochaine pleine lune, demanda Marcel. C'est quand? Demain soir, répondit Pierre. Mais il vous faudrait connaître les paroles du rituel. Seule Mathilde Devereux pourrait vous les enseigner, et je doute qu'elle accepte. Elle protège farouchement les secrets de sa famille. Marcel se redressa, déterminé. Je dois essayer. Pour Manon. Après le départ de Pierre, Marcel passa une nuit agitée, hanté par tout ce qu'il avait appris. Au petit matin, il se rendit directement chez les Devreux. Mathilde l'accueillit avec un visage fermé. « Comment va Manon » demanda-t-il immédiatement. « Mal » répondit la vieille dame sans détour. « Elle s'affaiblit d'heure en heure. Le prix de votre guérison est très élevé, monsieur Beaumont. » Marcel sentit la culpabilité l'étreindre. « Je sais tout, madame Devreux. J'ai lu le journal d'Élise. Je connais la vérité sur Thomas Beaumontois, sur mes origines. Je sais que je suis aussi un Devreux. » Mathilde le dévisagea longuement, comme pour évaluer sa sincérité. « Entrez, » dit-elle finalement. Dans le petit salon aux murs couverts d'herbes séchées, Marcel alla droit au but. Pierre Roussel m'a parlé d'un rituel à la source des Trois Cyprès. Un moyen de briser le cycle, de redistribuer l'énergie entre Manon et moi. Est-ce vrai? Mathilde tressaillit. Pierre parle trop. Ces choses ne sont pas destinées aux oreilles profanes. Je ne suis pas un profane, insista Marcel. Je suis de votre sang. Et je veux sauver Manon, même si cela signifie renoncer à ma propre guérison. Ces derniers mots semblèrent toucher la vieille femme. Vous renonceriez à remarcher? Vraiment? Sans hésitation, affirma Marcel. La vie de Manon vaut plus que mes jambes. Mathilde l'observa encore un moment, puis soupira. Il existe effectivement un rituel, mais il est dangereux, imprévisible. L'équilibre des énergies est une chose délicate. Ce qui est donné ne peut être simplement repris. Il doit être redistribué. Comment cela fonctionne-t-il? Demanda Marcel. À la pleine lune, quand les énergies sont à leur apogée, un Beaumontois et un Devereux doivent se tenir dans l'eau de la source. Ils récitent ensemble l'incantation ancienne, puis boivent l'eau dans les mains l'un de l'autre. Cela crée un circuit fermé, permettant à l'énergie de circuler librement entre eux, de trouver un nouvel équilibre. Et cela sauvera Manon? Mathilde hésita. En théorie, oui.
L'énergie qu'elle a dépensée pour vous guérir sera partagée entre vous deux. Elle regagnera des forces, mais je pourrais perdre une partie de ma mobilité retrouvée, compléta Marcel. C'est possible, confirma Mathilde. L'équilibre signifie que ni l'un ni l'autre ne peut tout avoir. Ce serait un compromis que j'accepte volontiers, dit Marcel sans hésitation. Il y a autre chose, ajouta Mathilde. Le rituel nécessite un catalyseur, un objet de grande valeur lié aux deux familles, qui doit être immergé dans la source pendant la cérémonie. Marcel réfléchit. Le trésor de Jean-Baptiste Beaumontois, s'il existe vraiment, ce serait idéal, admit Mathilde, mais après 2 siècles, qui sait s'il existe encore et où il pourrait se trouver? Marcel se souvint soudain des documents laissés par Visconti, le plan partiel du hameau avec des annotations cryptiques. « J'ai peut-être un indice, dit-il. » De retour dans sa chambre d'hôtel, il étala les documents sur son lit et les examina minutieusement. Le plan montrait le hameau des Lavandières tel qu'il était au début du XIXe siècle. Des annotations en marge, d'une écriture fine et nerveuse, mentionnaient la pierre du four, l'eau qui chante, et la 7e marche. Marcel était perplexe. Ces indications étaient trop vagues, trop énigmatiques. Puis son regard s'arrêta sur une phrase écrite en latin. « Sub pedibus artifex thesaurus latent ». Sous les pieds de l'artisan, le trésor se cache. L'artisan. Le potier. Marcel repensa à l'atelier des Roussel, en cours de reconstruction. Selon les plans anciens, il se trouvait exactement au même emplacement depuis des siècles. Et le four à poterie décrit dans le carnet que Pierre lui avait confié était au cœur de cet atelier. Sous les pieds de l'artisan, murmura Marcel, sous le four du potier. Il se précipita au chantier aussi vite que ses jambes encore fragiles le lui permettaient. Pierre était là, supervisant la reconstruction des murs de son atelier. « Pierre !» appela Marcel, essoufflé. « Le four à poterie, où était-il exactement ?» Le potier le regarda avec surprise. « Là, dit-il en désignant un espace central dans l'atelier en construction. « Pourquoi ?» Marcel lui montra les documents. « Je crois que le trésor de Beaumontois est caché sous votre four. Sous les pièces de l'artisan, c'est ce qu'indique cette note. » Pierre examina les papiers, incrédule. « C'est possible, je suppose. Le four n'a jamais été déplacé depuis sa construction initiale. Mon arrière-grand-père disait toujours qu'il ne fallait pas changer son emplacement, que cela porterait malheur. Ou peut-être qu'il savait, suggéra Marcel. Peut-être que la connaissance de ce secret s'est transmise dans votre famille, comme dans celle des Devereux. » Sans attendre, Marcel demanda aux ouvriers de creuser à l'emplacement désigné. Rapidement, la pioche de l'un d'eux heurta quelque chose de dur, métallique. En quelques minutes, ils dégagèrent un coffre en fer forgé, scellé d'une serrure ancienne. « Le trésor », murmura Pierre, stupéfait. « Il existe vraiment. » Marcel sentit son cœur s'accélérer. « Nous devons l'ouvrir. Ce qu'il contient pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin pour le rituel de ce soir. » La serrure résista à leur tentative, jusqu'à ce qu'un vieil ouvrier suggère d'utiliser un mélange d'huile d'olive et de vinaigre pour dissoudre la rouille. Après une heure d'effort, ils entendirent enfin un déclic. Marcel et Pierre échangèrent un regard, puis soulevèrent ensemble le lourd couvercle. Le contenu du coffre n'était pas exactement ce qu'ils avaient imaginé. Pas de pièces d'or ni de bijoux étincelants. À la place, ils découvrirent un ensemble de documents anciens, jaunis par le temps, et un étrange objet enveloppé dans un tissu de soie. Marcel déroula délicatement le tissu, révélant un médaillon en or finement ciselé. Il s'ouvrait comme un reliquaire contenant d'un côté une mèche de cheveux blonds, de l'autre une mèche brune liée par un fil d'or. Les cheveux de Marie-Claire Beaumontois et de François Devereux, devina Marcel. Les amants dont je descends. Pierre examinait pendant ce temps les documents. Ce sont des actes de propriété, dit-il avec surprise. Les titres originaux du hameau des Lavandières, signés en 1623 par le premier Beaumontois et les représentants des familles d'artisans. Et regardez, il y a une clause particulière. Marcel se pencha pour lire le parchemin que lui montrait Pierre. Le texte, rédigé dans un français archaïque, stipulait que les terres du hameau étaient concédées à perpétuité et en indivis aux familles d'artisans, les Beaumontois n'en étant que les gardiens et protecteurs, non les propriétaires absolus. Cela signifie que Jean-Baptiste n'avait pas le droit de chasser les artisans, comprit Marcel, qu'il violait le pacte originel signé par son ancêtre, et que les terres nous appartiennent, à nous, les descendants des artisans, compléta Pierre, abasourdi. Légalement, nous sommes chez nous ici. Marcel sourit. Alors ma reconstruction n'est pas qu'un acte de charité ou de réparation,
C'est la restauration d'une justice ancienne. Il prit le médaillon et le serra dans sa main. Voilà le catalyseur parfait pour le rituel. Un objet lié aux deux familles, symbole de leur union secrète et de l'amour qui avait défié les convenances. « Ce soir, dit-il à Pierre, à la pleine lune, je vais essayer de sauver Manon, et peut-être, par la même occasion, de briser enfin la malédiction qui pèse sur nos familles depuis 2 siècles. » Chapitre 7. Le cercle complet. Le soir tombait sur Saint-Rémy, nimbant les collines provençales d'une lumière dorée qui s'estompait lentement pour laisser place à la pénombre. Dans le ciel à l'est, la pleine lune se levait, ronde et lumineuse, promesse de magie et de mystère. Marcel avait passé l'après-midi à se préparer pour le rituel. Mathilde Devreux lui avait enseigné les paroles anciennes qu'il devrait prononcer, des mots aux consonances étranges, mi-latins, mi-provençaux, chargés d'une puissance qu'il pouvait presque sentir vibrer sur sa langue lorsqu'il les répétait. Le médaillon des amants reposait sur sa table de chevet, nettoyé et poli, reflétant les derniers rayons du soleil. À côté, les documents découverts dans le coffre attendaient d'être remis aux autorités compétentes. Marcel avait déjà contacté un avocat spécialisé dans le droit foncier historique, qui avait confirmé la validité potentielle de ces actes anciens. Le hameau des Lavandières appartenait légitimement aux descendants des artisans, non à la famille Beaumontois-Beaumont. Cette révélation avait étrangement soulagé Marcel. Il n'était plus le bienfaiteur magnanime venu réparer ses torts, mais simplement un homme restituant ce qui n'aurait jamais dû être pris. Cette humilité nouvelle lui semblait plus authentique, plus juste. Un coup discret à sa porte interrompit ses réflexions. C'était Pierre Roussel. « Tout est prêt », annonça le potier. « Mathilde a préparé Manon pour le rituel. Elle est faible mais consciente. Nous devons faire vite. » Marcel acquiesça, saisit le médaillon et suivit Pierre. Dehors, la nuit était presque complète maintenant. Seule la lueur argentée de la lune éclairait leur chemin vers la source des 3 cyprès. Ils n'étaient pas seuls. Une dizaine de villageois les attendaient, formant un cercle silencieux autour de la source. Parmi eux, Marcel reconnut des artisans du hameau, des commerçants du village, des ouvriers du chantier. Des visages qui, quelques semaines plus tôt, l'auraient regardé avec méfiance ou hostilité, et qui aujourd'hui témoignaient d'un respect, voire d'une certaine tendresse. Au centre du cercle, près de la source où l'eau jaillissait du rocher pour former un petit bassin naturel, se tenait Mathilde, soutenant Manon. La jeune fille était d'une pâleur inquiétante, mais ses yeux extraordinaires brillaient toujours de cette lueur intense qui avait tant frappé Marcel lors de leur première rencontre. « Vous êtes venu » dit-elle faiblement, en le voyant approcher. « Bien sûr que je suis venu » répondit Marcel avec douceur. « Je ne t'abandonnerai pas, Manon. » Mathilde s'avança. « La lune est presque à son zénith, » dit-elle. « Il est temps. » Elle guida Manon vers le bassin, l'aidant à retirer ses chaussures. Marcel fit de même, s'appuyant sur Pierre pour garder l'équilibre. Puis il entra dans l'eau fraîche, frissonnant au contact glacé. Manon le rejoignit chancelante, et il tendit les mains pour la soutenir. Ils se tenaient maintenant face à face dans l'eau qui leur arrivait aux chevilles, baignés par la lumière argentée de la lune qui semblait intensifier chaque détail. Les traits fins de Manon, les rides nouvelles qui marquèrent le visage de Marcel, le cercle attentif des villageois autour d'eux. Le catalyseur, rappela Mathilde. Marcel sortit le médaillon de sa poche et le montra à Manon. « Sais-tu ce que c'est » demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « Les cheveux des amants, Marie-Claire et François. La preuve de leur amour interdit, de notre lien de sang. Notre héritage commun, confirma Marcel, ce qui nous unit à travers les siècles. » Il déposa doucement le médaillon dans l'eau entre eux. L'objet doré sembla luire d'une lumière propre au contact de la source, comme animé d'une énergie mystérieuse. « Maintenant, les paroles, » dit Mathilde. Marcel et Manon se prirent les mains au-dessus du médaillon. La peau de la jeune fille était glacée, fragile comme du papier de soie. Marcel sentit une vague d'émotions le submerger. Tendresse, culpabilité, espoir, tout se mêlait en un tourbillon confus. Ensemble, ils commencèrent à réciter l'incantation ancienne que Mathilde leur avait enseignée. Par l'eau qui coule et la lune qui veille, par la terre qui garde et le ciel qui écoute. Nous, enfants de 200 désormais mêlés, demandons que soit brisée la chaîne du passé. La voix de Manon, d'abord faible, semblait gagner en force à chaque mot prononcé. Celle de Marcel résonnait, grave et assurée, comme si ces paroles étranges lui étaient familières. Ce qui fut donné ne peut être repris, mais partagé, équilibré, harmonisé, que circule entre nous l'énergie de vie, comme l'eau de cette source,
jamais tarie. Autour d'eux, les villageois avaient joint leurs voix en un murmure à peine audible, créant un fond sonore qui ressemblait au bruissement du vent dans les cyprès. Par ce médaillon, témoin d'amour caché, par ces deux vies qui en engendrèrent 1000, nous scellons ce soir un pacte renouvelé pour que fleurisse à nouveau ce qui fut stérile. Marcel sentit alors quelque chose d'étrange se produire. Une chaleur intense irradiait du médaillon dans l'eau, remontant le long de ses jambes, se répandant dans tout son corps. Ses mains, toujours jointes à celles de Manon, semblaient traversées par un courant électrique doux mais puissant. Le visage de Manon s'illumina progressivement, ses joues reprirent des couleurs, ses yeux s'éclairèrent d'une vie nouvelle. En même temps, Marcel sentit ses propres jambes faiblir légèrement, comme si une partie de sa force récemment retrouvée refluait. Mais ce n'était pas douloureux, pas effrayant. C'était comme si un équilibre naturel se rétablissait, comme si chacun recevait exactement ce dont il avait besoin, ni plus ni moins. Ainsi soit rompu le cycle de douleur, ainsi soit effacée la dette du passé, que nos deux lignées, enfin réconciliées, avancent ensemble vers un même avenir. Avec les derniers mots, Marcel et Manon se penchèrent simultanément, recueillant l'eau de la source dans leurs mains et la présentant l'un à l'autre. Marcel but dans les mains de Manon, sentant l'eau fraîche couler dans sa gorge, porteuse d'une énergie nouvelle. Manon fit de même, buvant dans ses mains à lui. Un silence profond s'abattit sur la clairière. Même la source semblait avoir momentanément cessé son bruissement. Puis, doucement, le médaillon dans l'eau se mit à tourner sur lui-même, de plus en plus vite, avant de s'immobiliser brusquement. Lorsque Marcel le récupéra, il constata que les deux mèches de cheveux, autrefois séparées, s'étaient entremêlées en une tresse parfaite, impossible à défaire. « C'est fait », murmura Mathilde. « Le cycle est rompu. » Marcel regarda Manon, constatant avec émerveillement que ses joues avaient retrouvé leur couleur, que ses yeux brillaient à nouveau de leur éclat si particulier. Elle semblait avoir recouvré toutes ses forces en quelques minutes. Quant à lui, il sentait toujours ses jambes, pouvait toujours les mouvoir, mais avec moins d'aisance qu'avant le rituel. Il aurait besoin d'une canne pour marcher, peut-être pour toujours. Un prix modeste à payer pour la vie de Manon, songea-t-il sans regret. Les villageois s'approchèrent, formant un cercle plus étroit autour d'eux. Pierre tendit une main à Marcel pour l'aider à sortir de l'eau, tandis que Mathilde faisait de même pour Manon. « Comment te sens-tu » demanda Marcel à la jeune fille. « Vivante » répondit-elle avec un sourire rayonnant. « Plus vivante que jamais, et vous ?»« Différent » admit Marcel. « Ni complètement guéri, ni vraiment handicapé. Quelque part entre les deux. En équilibre. » Pierre s'approcha, tenant à la main une bouteille de vin local et des verres. « Je crois que cela mérite une célébration » dit-il en servant généreusement tout le monde. Devant son verre, il porta un toast. À la renaissance du hameau des Lavandières, et à Marcel Beaumont, ou devrais-je dire Marcel Devereux-Beaumont, qui nous a tous surpris. Des rires et des acclamations accueillirent ces paroles. Marcel se sentit étrangement ému. Lui qui avait passé sa vie dans la solitude du pouvoir, entouré de collaborateurs mais jamais d'amis, se retrouvait soudain au centre d'une communauté qui l'acceptait, qui le considérait comme l'un des siens. La célébration se poursuivit tard dans la nuit, les villageois partageant des histoires, des chansons, des rires. Marcel observait tout cela avec un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant, comme si, pour la première fois de sa vie, il était exactement là où il devait être. Manon vint s'asseoir à côté de lui tendant une assiette de fromage et de pain. « Vous semblez pensif, » remarqua-t-elle. « Je réfléchissais à tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée à Saint-Rémy, » répondit Marcel. « Comment ma vie a changé en si peu de temps? Comment j'ai changé? »« Pour le mieux, » affirma Manon avec conviction. « J'espère, » dit Marcel. « Je me demande ce qui va se passer maintenant. Le hameau sera bientôt reconstruit, les artisans vont revenir. Et moi ?» Manon le regarda avec cette intensité qui lui était propre. « C'est à vous de décider. Mais je pense que vous le savez déjà, au fond de vous. » Marcel hocha lentement la tête. Oui, il le savait. Sa vie à Paris, son empire immobilier, les luttes de pouvoir avec Gérard Lefebvre, tout cela lui semblait désormais lointain, presque irréel, comme si ces choses appartenaient à un autre homme, à une autre vie. « Je vais rester », dit-il simplement. « Pas tout le temps, peut-être, mais une partie de l'année au moins. Je veux voir le hameau revivre, voir les ateliers fonctionner à nouveau, entendre le chant du tour du potier et sentir l'odeur des herbes séchées. « Et votre entreprise ?» demanda Manon. Marcel sourit. « Henri fera un excellent président. Je resterai actionnaire, bien sûr, mais plus comme dirigeante opérationnelle. J'ai d'autres projets maintenant.
Lesquels? Une fondation, expliqua Marcel, exprimant une idée qui avait germé en lui ces derniers jours, pour la préservation et la renaissance de l'artisanat traditionnel provençal. Nous financerons des formations, des résidences d'artistes, des échanges culturels. Le hameau des Lavandières sera notre projet pilote, mais nous en développerons d'autres à travers la région. Manon sourit, visiblement enchantée par cette perspective. C'est une belle vision. Vous transformez vraiment la destruction en création. Avec ton aide, rappela Marcel. Sans toi, je serais toujours ce promoteur arrogant, prêt à raser un village pour quelques millions d'euros de profit. Vous vous sous-estimez, dit doucement Manon. La graine du changement était déjà en vous. J'ai simplement arrosé la plante. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la lune qui illuminait la clairière de sa lumière argentée. Puis Manon reprit, d'une voix plus hésitante, « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose à propos de mon don de guérison. » Marcel la regarda, attentif. « Je t'écoute. Ce don ne disparaît jamais, vraiment, expliqua-t-elle. Il se transmet comme un flambeau qu'on passe à la génération suivante, ou parfois à quelqu'un d'autre. » Marcel fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Tu veux dire, le rituel de ce soir, poursuivit Manon. Il n'a pas seulement équilibré nos énergies, il a aussi partagé certains dons. Vous le sentirez bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Une chaleur dans vos mains quand vous touchez quelqu'un qui souffre. Une intuition face à la maladie ou la blessure. » Marcel regarda ses mains, stupéfait. « Tu veux dire que je peux guérir les gens, comme toi? » « Pas exactement comme moi, nuança Manon. Chaque guérisseur est unique. Mais oui, vous avez maintenant cette capacité en vous. C'est pourquoi vos jambes ne sont pas complètement guéries. Une partie de cette énergie s'est transformée en potentiel de guérison pour les autres. » Marcel resta silencieux, assimilant cette révélation extraordinaire. Lui, Marcel Beaumont, l'homme d'affaires impitoyable devenu guérisseur. C'était presque risible. Et pourtant, comment saurais-je l'utiliser? Demanda-t-il finalement. Ce don, vous le saurez, assura Manon avec un sourire mystérieux. Quand le moment viendra, vos mains agiront d'elles-mêmes. Faites-leur confiance. Le lendemain matin, Marcel fut réveillé par un appel téléphonique urgent. C'était Pierre Roussel. « Venez vite au chantier, » dit le potier, la voix tendue. « Là, nous avons de la visite. » Inquiet, Marcel s'habilla rapidement et se rendit au hameau en reconstruction. Ce qu'il y trouva le stupéfia. Une vingtaine d'hommes en costume sombre se tenaient au milieu des ruines en reconstruction, dirigés par nul autre que Gérard Lefebvre et Lorenzo Visconti. « Marcel !» s'exclama Gérard avec un sourire carnassier. « Quelle surprise de te trouver debout sur tes jambes !»« Un miracle, vraiment !» Marcel s'avança, s'appuyant sur sa canne. « Que fais-tu ici, Gérard ?»« Oh, simplement une petite visite de routine, » répondit son rival avec une fausse désinvolture. « Figure-toi que M. Visconti et moi avons découvert que nous avions des intérêts communs. Lui cherche un trésor, moi je cherche à te détrôner. Une alliance naturelle, en somme. » Marcel remarqua que plusieurs des hommes portaient des équipements de détection de métaux et des pelles. « Tu n'as pas le droit de fouiller ici, » dit-il fermement. « Ces terres appartiennent aux artisans du hameau. » Gérard éclata de rire. « Selon des documents vieux de 4 siècles, sois sérieux, Marcel. J'ai 3 avocats qui démontreront que ces papiers sont des faux ou au mieux des curiosités historiques sans valeur légale actuelle. » Il sortit de sa poche un document officiel. « En attendant, j'ai ici un ordre du tribunal autorisant des fouilles archéologiques sur ce site, signé par un juge que je connais personnellement. » Marcel sentit la colère monter en lui. Gérard était allé trop loin. « Et ensuite, tu vas détruire tout ce que nous avons reconstruit, chasser à nouveau les artisans de leur maison? » « Bien sûr que non, » répondit Gérard avec un sourire mielleux. « Une fois le trésor récupéré, nous transformerons simplement ce hameau pittoresque en une attraction touristique haut de gamme. Le village des artisans, avec des boutiques de souvenirs, des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe, très rentable et tellement plus contemporain que ton projet archaïque. » Marcel vit rouge. Non seulement Gérard voulait voler le trésor des Beaumontois, mais il prévoyait de dénaturer complètement l'esprit du hameau des Lavandières, transformant un lieu de vie et de création authentique en un simulacre commercial. « Je ne te laisserai pas faire, » dit-il d'une voix dangereusement calme. Gérard haussa les épaules. « Tu n'as pas le choix. »« Oh, et j'oubliais le meilleur. Le conseil d'administration a voté ta destitution hier soir. Tu n'es plus président du groupe Beaumont. Je le suis. » Cette nouvelle frappa Marcel comme un coup physique. Non pas tant pour la perte de son titre, il s'y était préparé,
Mais pour la trahison que cela représentait, Henri n'avait même pas eu la décence de le prévenir. « C'est légal » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Parfaitement légal » confirma Gérard avec satisfaction. « Tes absences répétées, tes décisions financières erratiques, ton état de santé instable, tout cela constituait des motifs plus que suffisants. » Marcel sentit une main se poser doucement sur son bras. C'était Manon, apparue silencieusement à ses côtés. Pierre et plusieurs villageois s'étaient également rassemblés, formant un groupe compact derrière lui. « Qu'est-ce que c'est » ricana Gérard. « Ta petite armée de paysans, qu'espères-tu faire? Nous chasser à coups de fourche. » Marcel regarda Manon, puisant dans sa présence une force et une clarté nouvelles. Puis il se tourna vers Gérard et Visconti. « Le trésor que vous cherchez, » dit-il calmement. « Nous l'avons déjà trouvé. » Visconti fit un pas en avant, soudain très intéressé. « Vous bluffez. »« Pas du tout, » répondit Marcel. Il fit un signe à Pierre qui s'avança avec une boîte en bois sculptée. Voici ce que contenait le coffre caché sous le four du potier. Pierre ouvrit la boîte, révélant les documents anciens et le médaillon d'or. Visconti s'approcha, les yeux brillants de convoitise. « C'est tout » demanda-t-il déçu. « Pas d'or? Pas de pierres précieuses ?»« Le véritable trésor, » expliqua Marcel, « ce sont ces documents. Les actes originaux prouvant que le hameau appartient légitimement aux artisans, non à ma famille. Des documents dont la validité a été confirmée hier par l'un des meilleurs experts en droit foncier historique de France. » Il sortit de sa poche un téléphone portable et montra l'écran à Gérard. « Voici l'email de Maître Dubois, avec son analyse juridique détaillée. Il est prêt à défendre ses droits devant n'importe quel tribunal. Ton juge ami pourra difficilement l'ignorer. » Gérard pâlit visiblement, mais se reprit rapidement. « Peu importe, je contrôle toujours le groupe Beaumont. Je peux bloquer tous tes projets, couper tes financements, te ruiner si je le décide. » Marcel sourit. « Tu peux essayer, mais tu découvriras que j'ai pris quelques précautions ces derniers temps. La Fondation pour la Renaissance de l'artisanat provençal est déjà créée, dotée d'un capital conséquent prélevé sur ma fortune personnelle. Quant au groupe Beaumont, tu peux le garder. Je démissionne officiellement de toutes mes fonctions. » Il s'approcha de Gérard, le fixant droit dans les yeux. « Tu as gagné la bataille, mais tu découvriras que le pouvoir est une prison dorée. J'espère qu'il te rendra plus heureux qu'il ne m'a rendu. » Gérard semblait décontenancé par cette réaction inattendue. « Tu abandonnes? Juste comme ça? »« Je n'abandonne pas, » corrigea Marcel. « Je choisis une autre voie, une voie qui a plus de sens pour moi maintenant. » Il se tourna vers les villageois rassemblés. « Ces personnes, ce lieu, cette communauté, ils m'ont appris ce que signifie vraiment la richesse. Pas des chiffres sur un compte en banque ou des immeubles de verre et d'acier, mais des relations humaines authentiques, un but qui transcende le profit, un sentiment d'appartenance. » Visconti, qui avait écouté cet échange avec une impatience croissante, intervint. « Tout cela est très touchant, mais qu'en est-il du trésor? Ces documents ne sont pas ce que je cherchais. » Marcel le regarda avec pitié. « Le trésor, monsieur Visconti, n'a jamais été ce que vous imaginiez. Jean-Baptiste Beaumontois n'a pas caché des coffres d'or et de pierres précieuses. Ce qu'il a enterré, c'était la preuve de sa propre illégitimité, les documents qui prouvaient qu'il n'avait pas le droit de chasser les artisans. »« Impossible !» protesta Visconti. « Mes recherches étaient basées sur des rumeurs et des légendes, » compléta Marcel, amplifiées au fil des générations. Le véritable trésor des lavandières, c'est son patrimoine vivant, son savoir-faire artisanal, sa communauté, des richesses que l'on ne peut ni acheter ni voler. Gérard, voyant son alliance avec Visconti s'effondrer, tenta une dernière manœuvre. Les ouvriers, les matériaux, tout ce qui est sur ce chantier appartient au groupe Beaumont. Je les retire immédiatement. Fais donc, répondit calmement Marcel. Mais regarde autour de toi. Gérard se tourna et constata avec surprise que des dizaines de villageois s'étaient rassemblés, certains portant des outils, d'autres des matériaux de construction. Pierre s'avança. « Nous n'avons pas besoin de votre argent ou de vos ouvriers, monsieur Lefebvre. Nous reconstruirons nous-mêmes nos maisons, comme l'ont fait nos ancêtres. Cela prendra plus de temps, mais le résultat sera authentique. » Une vieille femme ajouta « Et nous avons des amis, des journalistes, des associations de défense du patrimoine, des politiciens locaux. Ils seront ravis d'entendre comment le grand groupe Beaumont tente d'écraser une petite communauté d'artisans pour construire un complexe touristique artificiel. » Gérard regarda autour de lui, réalisant soudain qu'il avait sous-estimé la détermination de ces villageois apparemment simples. Et plus important encore, il avait sous-estimé la transformation de Marcel.
Viens, Gérard, dit doucement Marcel. Tu as gagné la présidence. Retourne à Paris et profite de ta victoire. Il n'y a rien pour toi ici. Après un long moment de tension, Gérard fit un geste sec à ses hommes. On s'en va. Ce trou perdu ne vaut pas mon temps précieux. Il se tourna une dernière fois vers Marcel. Tu le regretteras, Beaumont. Cette mascarade champêtre ne durera pas. Tu reviendras à Paris, la queue entre les jambes, et je serai là pour savourer ta défaite. Marcel secoua la tête avec un sourire triste. Adieu, Gérard. Je te souhaite de trouver un jour ce qui te manque vraiment. Après le départ de Gérard et de ses hommes, un sentiment de triomphe modeste parcourut la communauté rassemblée. Pas une victoire écrasante, mais la satisfaction d'avoir défendu ce qui leur était cher. Les semaines suivantes furent intenses. Sans les ressources du groupe Beaumont, la reconstruction du hameau progressa plus lentement, mais avec une détermination inébranlable. Des artisans de toute la région vinrent prêter main forte, apportant leurs compétences, leurs outils, leur enthousiasme. Marcel mit à disposition sa fortune personnelle, encore considérable malgré sa rupture avec son entreprise, mais veilla à ne jamais prendre le contrôle du projet. Il était désormais un membre de la communauté, pas son sauveur. Un mois plus tard, la première maison fut achevée, l'atelier des Roussel, avec son four à poterie reconstruit selon les plans anciens. La cérémonie d'inauguration fut simple mais émouvante. Pierre alluma le four pour la première fois, et tout le village célébra autour d'un repas partagé qui se prolongea tard dans la nuit. Ce soir-là, assis devant l'atelier illuminé par les flammes du four, Marcel sentit une présence à ses côtés. C'était Manon. « Voilà », dit-elle doucement. La première famille s'est installée dans le hameau reconstruit, comme je l'avais prédit. Marcel sourit. « Et me voilà qui marche. Même si c'est avec une canne, ton don a fonctionné. »« Notre don », corrigea Manon. « L'avez-vous senti depuis le rituel ?» Marcel hocha la tête. Il n'en avait parlé à personne, mais ces dernières semaines, il avait expérimenté des choses étranges. Une chaleur dans ses mains lorsqu'il avait touché un ouvrier qui s'était blessé et dont la plaie avait cicatrisé étonnamment vite. Une sensation de picotement lorsqu'il s'était approché d'un enfant fiévreux au village, dont la température était mystérieusement retombée après que Marcel lui avait caressé le front. « Je ne sais pas encore comment le contrôler, » admit-il. « C'est déroutant. Vous apprendrez, » assura Manon. « Comme j'ai appris, c'est un voyage, pas une destination. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le hameau renaissant. Plusieurs maisons étaient en cours de reconstruction, leurs murs de pierre s'élevant jour après jour. Des rires et des chants s'élevèrent de la place centrale, où les villageois continuaient leur célébration. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Manon. « Maintenant que tout est en équilibre ?» Marcel réfléchit un instant. « Rester ici au moins une partie de l'année. Développer la fondation. Peut-être écrire un livre sur l'histoire du hameau des Lavandières et de ses artisans. » Il sourit, amusé par sa propre transformation. « Et toi, quels sont tes projets ?»« Continuer à apprendre, » répondit Manon. « Ma grand-mère dit que mon don est particulièrement puissant, même pour une Devreux. Je dois apprendre à le maîtriser, à comprendre ses limites et ses possibilités. » Elle hésita, puis ajouta « Et peut-être voyager un peu, voir le monde au-delà de Saint-Rémy. Il y a tant de personnes qui souffrent, tant d'équilibres rompus qui attendent d'être restaurés. » Marcel acquiesça, comprenant parfaitement cette soif de découverte. « Tu reviendras ?»« Toujours, » affirma Manon avec conviction. « Saint-Rémy est mon foyer, comme c'est désormais le vôtre. Nos racines sont ici, même si nos branches s'étendent ailleurs. » Un cri de joie les interrompit. Pierre venait de sortir du four la première poterie créée dans l'atelier reconstruit. Un simple bol aux courbes parfaites, aux teintes ocre et ambre caractéristiques de l'argile locale. « Venez voir » appela-t-il. « La tradition renaît. » Marcel et Manon se levèrent pour rejoindre le groupe qui s'était formé autour du potier. En prenant la main que Manon lui tendait pour l'aider à se lever, Marcel sentit à nouveau cette étrange sensation, un courant d'énergie qui circulait entre eux, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais dans un flux continu, harmonieux. Un équilibre parfait, songea-t-il, comme celui qui s'établissait progressivement dans sa propre vie, ni tout à fait guéri, ni vraiment handicapé, ni totalement parisien, ni complètement provençal, ni Beaumont, ni Devreux, mais un peu des deux. En observant le hameau des Lavandières renaître pierre par pierre, Marcel comprit que sa véritable fortune n'avait jamais résidé dans les milliards qu'il avait amassés, mais dans cette capacité nouvellement découverte à transformer des vies, y compris la sienne. Et tandis que la lune se levait au-dessus des collines de Provence,
illuminant d'une lueur argentée les toits de tuiles romaines, Marcel Beaumont, ou peut-être Marcel Devereux-Beaumont, comme l'appelaient désormais affectueusement les villageois, se sentit enfin chez lui. Chez lui dans ce village qu'il avait d'abord rejeté, puis accepté. Chez lui dans ce corps imparfait mais fonctionnel. Chez lui dans cette nouvelle vie, où guérir les autres était devenu aussi important que se guérir soi-même. Le cercle était complet, l'équilibre restauré.